Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec les courants alternatifs. Salut les guys, je suis avec Valentin. Valentin, ça va la pêche? Eh bah excellent, super, merci beaucoup. Je suis également avec Stéphane, notre Stéphane qui est devenu tiramisu récemment. Wahoo! Ouais, salut. Quelle est la raison de cette métamorphose? Pourquoi d'un coup comme ça Stéphane est devenu tiramisu? Un dessert quoi. Ouais, c'est ça, j'avais envie d'offrir un dessert à tout le monde. Et puis, comme j'avais des jeux à signer, je cherchais quoi écrire. Voilà, la vraie raison, elle est là, c'est que l'ami va bientôt sortir des jeux. Et donc, du coup, tu as prévu cette structure tiramisu pour les éditer, si j'ai bien compris. C'est ça. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, de les tester cette saison à la cellule. Nous sommes également avec Antoine Morgan tout à l'heure. Antoine, ça va la pêche? Ça va très bien. Alors Antoine, c'est vrai que tu es nouveau à la cellule. On va te présenter rapidement. Tu es l'auteur d'un essai sur le jeu de rôle qui fait l'éloge du jeu de rôle, publié à l'Opossum dans une revue. On aura l'occasion également de revenir en détail sur cet essai. Mais aujourd'hui, le thème est les courants alternatifs. Enfin, nous allons pouvoir en parler. Parce que depuis le temps, ça fait combien de temps maintenant que c'est ouvert les courants alternatifs? Ça commence à faire un peu de temps là. Il me semble que l'ouverture officielle est datée du 1er février 2016 ou 2017, je ne sais plus où on en est. Ouais, 2016 déjà. Non, attends, 2017. Le 1er février Okay. 2017. Non, ça fait que un peu plus de 6 mois là. J'ai l'impression que podcast. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Je sais pas pourquoi. Il se passe tellement de choses là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les courants alternatifs pour nos éditeurs qui ne les connaîtraient pas? Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est d'abord un regroupement de plein de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses dans le jeu de rôle. Voilà, j'ai envie de dire. C'est d'abord plein de gens qui se rassemblent avec des intérêts plus ou moins communs pour discuter, échanger, c'est donc partager. Un forum. Alors, ce n'est pas qu'un forum. C'est pas qu'un forum de discussion. D'accord. C'est, comme je le disais, d'abord plein de gens qui se rassemblent sur diverses plateformes. Donc, il y a effectivement un forum de discussion. Il y a aussi un site qui regroupe quelques ressources. Il y a aussi un Discord, c'est un chat de discussion qui est très actif, plus actif encore que le forum. Discord, c'est quoi? Excuse-moi, Discord. Juste un chat de discussion. Ouais, c'est ça. C'est propulsé par une plateforme particulière. Ouais, c'est ça. Le Discord, en fait, c'est le nom de cette plateforme-là, qui est ouverte, gratuite, et qui nous permet de faire, en fait, de faire des discussions qui courent sur le long terme. Sur la vie du forum ou également sur des théories Alors, sur tout et n'importe quoi. Ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de discussions, par exemple, de game design à un moment donné. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui dit « Ah, les gars, j'ai une idée de jeu, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ou alors, j'ai vu tel article, c'est super intéressant. Ou j'ai joué à tel jeu, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ou je comprends pas pourquoi ça marche trop bien. Et les échanges sont beaucoup plus libres que sur un forum, puisque les discussions courent, il n'y a pas forcément d'enregistrement et de séquençage. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. Donc là, la discussion est plus vivante. Partition, ouais, voilà. Tout à fait, ouais. Ouais, il y a tout le côté chat en fait qui permet d'être online simultanément, d'avoir une conversation online avec Stéphane. des gens. Et du coup, effectivement, ça fait deux médias assez différents. Et ces deux médias en fait sont complémentaires et sont deux outils de cette communauté. D'accord. Donc en fait, il y a d'un côté un forum ouvert au public. Et le chat de discussion, il l'est également ou c'est uniquement pour les membres? N'importe qui peut s'inscrire sans problème. Alors il faut s'inscrire sur les courants pour avoir accès au chat de discussion? Pas nécessairement. En fait, il faut s'inscrire. Même le Discord, il ne faut pas forcément s'inscrire. Il suffit d'ouvrir le lien qui est présenté sur le forum. Je crois que le lien... pour avoir le lien, c'est possible qu'il faille s'inscrire sur le forum, je sais plus bien. Mais en tout cas, après, il suffit d'ouvrir la plateforme du Discord et on peut commencer à chatter direct sans problème. Il y a un autre truc aussi, c'est que grâce au Discord, on a une plateforme vocale, un peu comme un Skype, si vous voulez. Et donc, on organise très régulièrement des petites discussions, des fois sur le pouce. Quelqu'un qui va dire sur le chat, ça arrive très très fréquemment, je suis dispo, s'il y en a qui veulent discuter de tout et de rien, ou d'un sujet particulier. Et ça crée beaucoup de liens aussi d'avoir les gens en vocal, quoi. D'accord, c'est très organique comme système, quoi. Vous vous connaissez tous personnellement? Non, pas forcément. Moi, il y a pas mal de gens que je ne connais pas personnellement et que j'ai pas eu l'occasion de discuter. Mais en fait, avec les discussions sur les forums, on lit ce que les gens ont écrit.
Parfois, on arrive à discuter en vocal. Donc, ça crée des liens sous différents formats, différents modes de discussion. Et en fonction aussi de ses affinités. C'est-à-dire, si quelqu'un préférera la discussion vocale, comme ça peut être mon cas, par exemple, moi, je participais jamais au forum quand j'y étais inscrit, parce que, en fait, je n'aime pas ça. J'aime pas passer des... C'est difficile pour moi d'écrire. Je préfère parler. Donc, du coup, voilà. Ah ouais, ça, c'est très intéressant, d'accord. Donc, vous favorisez différents types de discussions. Mais quand même, il y a une ligne éditoriale. Des courants alternatifs, c'est pas uniquement pour discuter de sa life et compagnie. Sur le forum, vous faites, il y a une ligne directrice. Je veux dire, c'est que ça reste quand même quelque chose autour du jeu de rôle, les courants alternatifs. Oui, absolument. Parce que la manière dont vous le présentez, j'en suis plus trop sûr là. Il y a une ligne directrice qui est autour d'un intérêt autour du jeu de rôle et du fait de vouloir créer une communauté, par contre dont on n'impose pas de direction et sur lequel en fait la pluralité en fait est une dimension importante. C'est pour ça que courants alternatifs est un terme qui est au pluriel. Enfin, en tout cas, à mon sens. C'est-à-dire que le but n'est pas d'avoir une ligne et une seule, mais de pouvoir cultiver et avoir un espace dans lequel des gens puissent partager des choses sur le jeu de rôle et aussi à la frange du jeu de rôle, aller explorer des nouveaux territoires. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire forcément d'être rôliste pour s'inscrire sur les courants alternatifs et discuter aux courants alternatifs. Par exemple, on peut aussi imaginer des artistes contemporains qui veulent faire des performances, qui pourraient être intéressés, tu vois, juste par le jeu de rôle de près ou de loin, s'inscrire sur les courants pour Valentin. C'est très intéressant ce que tu dis parce que, pas besoin d'être rôliste pour s'inscrire, absolument pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on a eu très récemment un message d'une personne qui voulait faire des performances artistiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Basées notamment sur le jeu de rôle, mais qui soit d'abord une performance artistique de conteur, de metteur en scène, théâtrale en fait. D'accord. Et donc c'était super riche, super intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne en live et c'était très enrichissant. Non, pas besoin. Après, ce qui se passe, c'est que, étant donné que c'est un regroupement de plein de gens qui ont un intérêt commun et des sensibilités particulières, en fait, la seule question, c'est de savoir si on peut trouver des choses qui nous rassemblent, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent sur les courants alternatifs, puisqu'il y a beaucoup de sensibilités différentes, de pratiques très différentes, d'intérêts qui sont parfois divergents. Il y a beaucoup de dissensions, mais c'est ce qui fait, en fait, toute la richesse de la plateforme, en fait. D'accord, ok. Ouais. Valentin. Donc la particularité en fait des courants alternatifs, c'est pas quelque chose de très habituel. Cette vision de la diversité qui peut nous rassembler. Il n'y a pas de ligne éditoriale unique. Et en fait, je pense qu'on se revendique de cette diversité. C'est très important pour nous. Il y a plusieurs principes politiques qui sont associés à la communauté. Et l'organisation reflète ces principes politiques en fait. C'est-à-dire que les prises de décision, la façon dont s'organise la plateforme n'est pas dévolue à une personne ou deux ou trois ou quatre. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de centralisation du pouvoir politique si vous voulez, puisque c'est une organisation complètement horizontale. L'idée c'est que quiconque qui veut s'investir dans la communauté en aidant à prendre des décisions, en essayant de travailler en fait, est absolument légitime à le faire. Sans aucune question, aucun coup d'entrée, ni quoi que ce soit. On a eu par exemple Rick Pogan, qui n'est pas un des fondateurs de la plateforme, qui s'est investi énormément, qui participe aux réunions régulières, parce qu'on organise des réunions de décision, et qui nous a beaucoup aidé à mettre en place toute la plateforme, mettre en place les décisions qui nous permettent de nous organiser. Et c'est cette structure horizontale qui est nécessaire dans une volonté d'ouverture et de diversité. C'est-à-dire que si jamais on n'a que quelques personnes qui sont admin ou modérateurs, en fait, ça va complètement orienter la plateforme. Tandis qu'avec une structure horizontale comme ça, en fait, la plateforme n'est que ce que les gens en font. Quiconque qui voudrait venir s'inscrire et partager avec nous ce qui l'intéresse est absolument la bienvenue. On a quelques principes politiques qui organisent la communauté. Par exemple, un des principes, c'est que tout peut être remis en question. Donc, n'importe quel fondement d'organisation, quel qu'il soit, peut être discuté, remis en question en réunion, et en suivant des règles de consensus. On en discute jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord que c'est une bonne idée.
tout est possible, quoi. D'accord. Donc en fait, si j'ose dire, vous vous inspirez plus en termes de fonctionnement de la scope en entreprise, c'est-à-dire où chacun a une part de décision équivalente à finalement l'entreprise classique où il y a un patron qui dit quelle est la ligne éditoriale des conversations, etc. etc. Ouais, tout à fait. Une sorte d'anti-cellule finalement. On peut dire ça, oui, c'est le contrepoint de la cellule. C'est un contrepoint complet. Et aussi d'anti-entreprise. Je pense qu'on n'est vraiment pas sur ce type de modèle. Oui, parce qu'il n'y a pas une exigence de production. Absolument, même la comparaison avec la scope. C'était une comparaison. Oui, mais justement, c'est intéressant de tenter cette comparaison et de la rejeter. Oui, très bien, très bien, Stéphane. En disant que, effectivement, en fait, on est sur quelque chose dans lequel le but, c'est de faire une communauté qui soit utile aux membres de cette communauté et qui fasse que chacun puisse y participer à la hauteur de ce qu'il a envie à un moment donné. Oui, absolument. Et du coup, en fait, on a quelque part, je ne vois pas là actuellement quelque chose qu'on aurait à faire absolument dans l'univers et dont les courants alternatifs seraient l'instrument. À l'inverse de la cellule. Voilà. Encore une fois. D'accord. Très intéressant. Et du coup, en fait, ça en fait quelque chose qui a un espace safe de discussion pour essayer de travailler des sujets qui sont rôlistes, para-rôlistes et que chacun en fait peut habiter et décorer un peu à sa façon. Donc finalement l'idée même de ligne éditoriale sur les courants alternatifs est génétiquement. On pourrait éventuellement imaginer que la ligne éditoriale, c'est ce qui émerge de la participation de tous les membres, tous les gens qui s'investissent. Carrément. Voilà, tout à fait. Il y a des gens qui s'investissent beaucoup, qui passent beaucoup de temps, qui réfléchissent. Il y en a qui participent de très très loin, qui font que lire les posts. Mais en fait, tout ça, l'intégration de tout ça, ça va devenir la ligne éditoriale. Mais il n'y a pas de volonté qui préexiste en fait. D'accord, ça c'est très bien. Okay. Alors quand même, il y a quelques axes de développement qui ont été proposés. Qui ont été discutés en réunion et qui ont été acceptés par consensus. Valentin. Donc on a 6 axes de développement. C'est un petit peu... Alors, s'il y a quelque chose qui devrait se rapprocher d'une ligne éditoriale, ce serait ça. Alors, excusez-moi, mais ça veut dire que ce podcast, au moment où il sort, il est déjà périmé parce que... Oui, exactement. Qu'en fait, non, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai parce qu'il y a des choses qui sont quand même... comment dire ? Est-ce qu'on peut parler des courants alternatifs du coup ? Tu vois, on peut même se poser la question. Oui, on peut en parler parce qu'en fait, un instant donné, c'est la somme des intérêts des gens qui y participent. Et ces intérêts-là sont assez stables dans le temps, quoi qu'il en soit. Donc les 6 axes. C'est possible que dans 4-5 ans, oui, tout ce qu'on a dit, en fait, ce sera une dictature totalitaire. Et puis, on parlera de tuto make-up, je sais pas. Mais, j'espère pour vous. Voilà. Donc juste pour revenir... Alors, les 6 points, pardon, excuse-moi. Juste pour revenir au point, ouais. Donc, on a l'ouverture. Donc cette idée de permettre au plus grand nombre de participer. La vulgarisation. Alors la vulgarisation de ce qui nous intéresse. On fait pas mal de théories parmi certains membres. Il y a du game design, il y a des pratiques. L'idée c'est de les expliquer, de les vulgariser, d'être le plus open à ce niveau-là. On a aussi un point qui nous intéresse beaucoup, c'est la rencontre. Donc on en parlera un petit peu après au sujet de la convention Octogone. Mais la rencontre, c'est notamment ce que permet le Discord avec le vocal, ce que permettent les réunions, les IRL, in real life, les rencontres. Et ça permet de créer du lien au-delà d'une plateforme informatique qui peut être un peu froide et un peu déshumanisante. Donc ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour pas mal d'entre nous. On a ensuite l'entraide. L'entraide pour créer des jeux, l'entraide pour jouer à des jeux, l'entraide pour réfléchir à des sujets particuliers. La communication, donc l'idée c'est qu'il y a beaucoup de projets divers et variés, dont certains qui n'ont pas forcément une visibilité très, très claire. Et donc un des axes de la communauté, c'est aussi de rendre visibles certains projets, certains jeux. Et enfin, le dernier axe, celui qui me tient le plus à cœur personnellement, c'est la théorie. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on est aussi une plateforme qui produit des théories, propose des théories, réfléchit. On n'est pas simplement une entraide un peu informelle. On peut aussi proposer de réfléchir à des concepts un peu plus structurés, un peu plus construits, et voir ce qui peut en sortir, quoi. Donc rappel, liberté, égalité, fraternité, c'est bien ça? Rappelle les 6 points. Alors les 6 points, c'est ouverture, vulgarisation, rencontre, entraide, communication et théorie.
D'accord, donc c'est bien parce que la vulgarisation va du coup avec la théorie aussi, parce que... Oui, c'est comme tu disais, c'est organique, tous ces points-là sont séparés en 6, mais tous sont interpénétrés. La communication et la rencontre, l'ouverture et l'entraide, tous ces points-là, sûr, finalement, on pourrait en dégager une forme de ligne éditoriale, mais finalement, c'est plutôt des axes, voilà, on appelle ça des axes de développement, c'est vers où est-ce qu'à un moment donné, on a envie d'aller, quoi. C'est le métaphysicien qui parle, je suis désolé, mais est-ce que ces 6 points peuvent changer dans le temps? On peut même les remettre en cause par rapport à ce que tu disais au début, le fait de tout remettre en question, etc. Ça fait partie des principes politiques et c'est le principe 0, donc il est inscrit comme étant quelque chose de lui, il pourra pas changer. Non, de dire donc que tout peut être mis en question. Tout peut être mis en question. Principe, décision antérieure, habitude, théorie, suivant la priorité, les modalités définies au préalable. On veut le faire dans les formes, Stéphane. Mais ces formes-là, en fait, peuvent évoluer elles-mêmes. Et le but, c'est que cette communauté puisse évoluer au fur et à mesure pour suivre les aspirations des gens qui la peuplent. N'hésite pas à lever la main, Antoine, pour poser des questions. Valentin. Oui, d'ailleurs, par exemple, le dernier point, la théorie, en fait, il a été rajouté après le début de la création des courants alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 5 axes de développement et on s'est dit que la théorie devait aussi apparaître à un moment donné. Ça a été assez consensuel et donc ça a déjà changé dans le temps, si tu veux. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que je disais aussi que ça peut se périmer vite parce que d'ici à ce que... Antoine, tu avais une petite question. Et du coup, pour faire le point un petit peu sur l'évolution que ça peut avoir, à l'heure actuelle, c'est un forum et un Discord, avec sur Discord un composant chat et un composant discussion vocale. Mais du coup, c'est pas limité à ces outils-là. Et potentiellement, dans le cadre de l'évolution des plateformes, du coup, pas de la plateforme, il y a d'autres outils que vous envisagez. Il y a des pistes de développement. En fait, si tu veux, à l'origine, c'était simplement un forum et un site. Le Discord est arrivé avec, justement, on parlait des initiatives personnelles tout à l'heure et à quel point c'est important pour cette communauté-là. Je crois que c'est Rick Pogan qui a proposé l'idée de faire un Discord comme une plateforme intéressante de discussion, de partage. Donc on a mis ça en place, ça s'est développé. Ensuite, le chat a été, le chat vocal, j'entends, a été utilisé de plus en plus. Ah oui, on est ouvert à toute initiative et tout développement qui pourrait se faire. D'ailleurs, en termes d'outils informatiques, on a effectivement ce site avec un forum, un Discord, mais en fait, si tu veux, c'est simplement la réalisation sur Internet des activités de cette communauté qui dépasse de loin ces outils, en fait. Puisque toutes les réunions dans la vraie vie, les échanges qu'il peut y avoir avec les uns et les autres, finalement, participent complètement de la vie de cette communauté, quoi. Finalement, ces 2 points sont des outils, quelque part. Très intéressant. Antoine, tu voulais poser une autre question, non ? Non, pour le moment. D'accord, ok. Je suis... Pardon, Valentin, tu avais quelque chose à ajouter ? Comment vous est venu, moi je veux juste vous poser une question un peu génétique, comment ont été créés les courants, d'où vous sont venues ces idées, pourquoi est-ce que vous aviez envie d'une telle communauté ? Parce que, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que je trouve que quand on écoute la façon dont cette communauté se construit, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'une bannière courant alternatif pour la faire exister, c'est-à-dire qu'elle existe déjà. Elle existe déjà, cette communauté, ça s'appelle la vie. Je veux dire, c'est ce qui me... Alors, si tu veux, par exemple, le nom de la communauté, Courants Alternatifs, a été quelque chose qui a été soumis à débat. Il y a eu des votes, il y a eu des prises de décision au sujet, il y avait plein de noms proposés. Oui, en fait, c'est la vie, c'est-à-dire c'est plein de gens qui partagent des sensibilités, et pas de sensibilités, mais des intérêts communs, tout simplement, qui se regroupent, qui ont un besoin d'échanger, de partager, et qui se disent à un moment donné, ok, il faut qu'on arrive à s'organiser pour que ce soit le plus égalitaire possible, le plus riche, le plus intéressant. Comment on fait ? Ah bah tiens, on peut lancer plutôt une structure, un forum, ça peut être intéressant, forme de discussion, et puis se rencontrer, faire des réunions, ça peut être aussi intéressant. Ah, si on avait une bannière, un nom qui permet de nous reconnaître et puis de nous regrouper, ça peut être intéressant aussi. Donc finalement, c'est pas si Qui étaient les premiers membres de cette communauté ? Alors les premiers membres... Génétiquement, comment ça s'est fondé, les courants alternatifs ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs membres du forum des ateliers imaginaires qui sont, si je me souviens bien, Arjuna Khan, Gaël Sacré, Touni et moi-même.
qui nous sommes retrouvés orphelins des ateliers imaginaires au moment de sa fermeture. D'accord. Ouais. Et on avait tous l'envie d'avoir justement un moyen d'échanger, de continuer à partager des intérêts communs, mais avec des sensibilités différentes des fondateurs des ateliers imaginaires. Et donc à ce moment-là, donc c'était je crois en novembre 2016, si je me rappelle bien, un truc comme ça, on s'est dit ok, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on n'avait pas idée de ce qu'on allait faire a priori. Ouais. Donc en fait on s'est simplement regroupé sur un petit forum temporaire pour échanger, partager. C'est là qu'on a commencé à construire tous les principes politiques, toute l'organisation, avec cette volonté d'ouverture, d'horizontalité. Et donc petit à petit, en fait, le noyau était là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints très très vite. Hein. Finalement, les 4 fondateurs que j'ai évoqués sont pas si pertinents, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire aussi d'autres choses de leur côté. On a rassemblé un peu les intérêts. Voilà, citer ces 4 noms, c'est pas très pertinent, je pense, hein, puisque très vite. C'est intéressant de voir que c'est quand même des gens au départ qui sortent des ateliers imaginaires. Ateliers imaginaires qui, comme on le sait, ont connu un certain nombre de dysfonctionnements au cours de leur existence et qui a même engendré à la fin leur destruction, donc la fermeture en tout cas des ateliers. Donc c'est rigolo aussi de voir comme quelque part vous avez fait communauté dans ce cadre un peu dysfonctionnel qui était les ateliers imaginaires et du coup chercher à le dépasser en créant un nouveau cadre pour vos discussions. Ça c'est intéressant parce que tout à l'heure pour vous troller un petit peu je disais c'est l'anticellule en fait ce truc, mais avant d'être l'anticellule j'ai envie de dire que c'est un peu une réponse entre guillemets au problème des ateliers imaginaires, c'est-à-dire vous cherchez en fait à résoudre en fait les problèmes qu'on a rencontrés avec les ateliers. Je pense que entre autres, tout à fait, il y a ça, mais en fait c'est aussi que avec l'expérience, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans la communauté, c'est qu'avec l'expérience on s'autorise l'évolution. Donc, on a vu effectivement l'expérience des ateliers imaginaires, qui personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça nous a appris plein de choses. Et nous, de l'intérieur, en tant qu'admin, je peux te dire, c'était la merde. Ça a été la merde. Tout à fait. Mais donc ça, justement, on capitalise là-dessus. On se dit, ok, ça c'est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire différemment pour que ça fonctionne comme on aurait envie que ça fonctionne en s'autorisant donc là une plasticité pour pouvoir complètement changer de structure si jamais on voit que ça marche pas très bien. Effectivement, oui, on a capitalisé sur les acquis des ateliers imaginaires pour faire quelque chose d'autre. Alors, en fait, le vrai point, c'est qu'il faut, je pense que pour qu'une communauté, un forum ou quoi que ce soit comme ça fonctionne, il faut pas que les gens qui les utilisent se sentent bien, mais que les administrateurs s'y sentent bien déjà. C'est une base. Par rapport à Silent Drift, parce que nous, on a encore, avant les ateliers imaginaires, l'expérience Silent Drift, ce qui s'est passé, c'est que Christophe avait une charge de travail qui était devenue colossale, et du coup, en fait, il se sentait pas les épaules en fait pour continuer à assumer ce travail avec en plus un vrai travail à côté, une vie de famille et compagnie, ça devenait impossible. Donc l'administrateur lui-même, de par la trop grande charge de travail qu'il avait, s'y sentait mal à l'aise. Pour les ateliers imaginaires, ça a été encore différent, mais les administrateurs en fait étaient nombreux, donc on s'est dit la charge de travail de Christophe sera partagée, mais en fait non, parce que du coup en multipliant les administrateurs, on multipliait les responsabilités des uns sur les autres. C'est-à-dire en fait ça dû multiplier les contraintes au lieu de les empêcher. Donc là c'est intéressant de dire nous on va faire un système vraiment je suis désolé mais la SCOP pour moi c'est vraiment le modèle, mais je comprends que la comparaison organisation horizontale tout simplement. Voilà, c'est une organisation horizontale pour vraiment distribuer les charges et que tout le monde s'y sente bien, les admins comme les utilisateurs. Ce que tu dis est extrêmement vrai. Alors j'ai oublié de citer Angel Dust, Simon Lee qui je crois était parmi les premiers, si ce n'est le premier. Oui, il était avec nous au tout début et avec gens comme Julien d'autres. Falconet, tout ça, ils ont pas. Je crois pas au tout début. Ouais. Finalement, comme tu dis, cette charge qui est répartie sur tous les membres en fait de la communauté permet, par exemple, de se désengager à un moment donné. Quand on n'a pas le temps, pas l'envie, on a d'autres centres d'intérêt sur le moment. Donc il y a beaucoup de gens qui participent beaucoup à un moment donné, puis participent beaucoup moins. Et donc il y a vraiment un flux, si tu veux, de... Mais l'important, c'est la responsabilité collective. Donc on peut pas dire Valentin Touzeau, ce connard.
Alors que sur les ateliers imaginaires, on pouvait très allègrement dire Romaric Briand ce connard, Frédéric Sintès ce connard, Thomas Munier ce connard. On était tous administrateurs, donc on était tous. Et quelque part, en plus, à un moment donné, ça devenait confus. C'est-à-dire que quand l'un d'entre nous faisait une erreur communicationnelle ou une gaffe, etc., c'était l'autre qui était tenu pour responsable, alors qu'il n'en avait peut-être rien à voir. Alors que là, avec cette structure collective, vous diluez aussi la responsabilité et donc vous ne créez pas de culte de la personnalité autour du truc. Et donc, il n'y a pas de... Ça, c'est très intéressant. Quelque chose de très très important que je n'ai pas dit au début du podcast, mais finalement, tout ce qu'on va dire, Tiramisu et moi, en fait, c'est notre vision de la communauté. Et donc, ça, c'est très très important à comprendre, puisque je ne suis pas le porte-parole des courants alternatifs. Je suis un membre, et Tiramisu non plus. On est des membres qui sommes impliqués à différents niveaux, plus ou moins... de manière plus ou moins importante, et ma vision de la communauté n'engage que moi. Donc après, il y a d'autres gens qui vont avoir d'autres usages, qui vont voir ça différemment, qui ont d'autres intérêts. Moi, j'invite les gens à ne surtout pas se limiter à ce podcast-là pour comprendre ce que sont les courants alternatifs, mais de voir toute la diversité. C'est comme le jeu de rôle, quoi. Le contenu est malléable, n'est-ce pas? Et chacun en a une vision différente. D'accord, je vois le genre. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Antoine, tu avais une question. Justement, ce que tu dis, Romaric, c'est un peu ce que j'avais en tête, parce que j'ai envie de poser une question un peu méta, un peu théorie là-dessus en quelque sorte. Dans quelle mesure est-ce que la façon dont ça s'organise et la façon dont il y a des axes, cette règle, c'est une règle zéro, l'idée que tout peut être remis en question, ça crée une espèce de système émergent, et est-ce que la structure même des courants alternatifs n'est pas déjà quelque chose qu'on peut étudier pour développer des théories? Parce que moi aussi, ça me fait penser beaucoup à un système de jeu de rôle, comment les conversations s'alignent, etc. Alors, c'est pas un hasard si j'ai invité Antoine Morgan tout à l'heure ici, c'est parce que Antoine, en fait, est justement une des personnes dans le monde du jeu qui défend l'idée que le jeu de rôle peut devenir un outil de développement politique. Or, il me semble qu'avec les courants alternatifs, c'est ce que vous faites, en fait. Oui. Vous êtes en train de créer, en fait, une structure qui est très proche d'un système de jeu de rôle, on va dire. Enfin, en tout cas, dans la forme, tu vois, on a du Maelstrom, là, on est d'accord, Antoine, il n'y a pas de doute. Donc, et pour justement discuter de politique. Et en fait, ce que vous faites, les gars, on va pas se mentir, c'est pas du jeu de rôle que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de créer un mouvement politique alternatif, en fait. Une espèce de démocratie dans la démocratie. Ça va aller plus loin, ça va vous dépasser, ce truc-là. De toute façon, ça nous dépasse déjà. Enfin, à l'échelle individuelle, par exemple, moi, je pourrais me casser tout de suite de la structure. Rien du tout. Ça changerait que tout ce que j'apporte, tout ce que je construis. Mais les courants alternatifs ne s'effondreraient pas. Non, tout à fait. En fait, n'importe qui quitterait la communauté, la communauté continuerait à vivre, en fait. Ouais. La communauté dépasse chacun de ses membres. Donc, toi, quand tu dis à quel point est-ce qu'il y a des liens entre l'organisation d'un jeu de rôle, etc., moi je pense que, alors pour te parler un petit peu de la genèse, quand on a réfléchi à quelle organisation pourrait être intéressante, il y a plusieurs des membres qui avaient en tête que le système est important. Sans déconner. Voilà. Alors après, le système est important en termes de politique. On n'a pas attendu la forge pour s'en rendre compte. Sûr que non. Évidemment. Bourdieu, tous les sociologues, toute la sociologie n'est que l'histoire du système est important. Exactement. Donc finalement, on s'est inspiré de nos connaissances individuelles sur ces questions politiques, ces questions d'organisation. Et puis on a aussi une sensibilité en jeu de rôle, effectivement, je pense. En termes de il faut qu'on organise les rapports humains de manière à ce que ça permette de faire émerger quelque chose qui soit le plus satisfaisant pour le plus de monde possible. Donc cette sensibilité théorique, comme tu l'as dit, je pense était présente chez beaucoup de membres, et cette habitude de game designer les rapports humains, on pourrait dire, a dû beaucoup jouer, oui, je pense. J'ai envie de dire en complément, c'est pas parce qu'on n'a pas une ligne éditoriale et une mission en fait qui est écrite et commune et impérative qu'on n'a pas des propriétés émergentes. Et qu'il n'y a pas des choses en fait qui de cette communauté qui est organique, ce terme-là que tu amènes, je l'aime beaucoup pour ça, qu'il n'y a pas des choses en fait massives et visibles qui émergent et qui viennent non pas là d'un individu, mais du fait que la communauté elle existe. Et ça c'est chouette. Mais c'est justement ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une optique de game design où on va le concevoir le meilleur système politique possible, il va être mis en place et après hop il va être présent, il va fonctionner et tourner tout seul. On est justement dans une optique où on se dit que de toute façon par définition un système politique c'est quelque chose de changeant et de mouvant avec les gens qui sont présents. Donc on n'est pas dans une optique, en fait ce que vous faites c'est créer un système émergent
pour faire évoluer le système, pas un système fixe dans lequel il y a de l'émergence. Et ça, c'est une grande différence. Et je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est bien résumé, j'ai l'association. Après, à quel point c'était une volonté consciente ou simplement le résultat de l'intuition de chacun des membres, je ne pourrais pas le dire à l'heure actuelle. Mais il y a beaucoup de ça dans l'organisation, tout à fait. Puis le gros point positif de ça, c'est que du coup, il y a une vitesse de mise à jour quelque part du truc qui est bien plus intéressante. En fait, les cours alternatifs évoluent avec les gens et avec le temps. Ouais, parce qu'en fait, oui, c'est pas non plus. Non, mais il faut bien se rendre compte que si jamais il y a quelques décideurs à la tête, ils prennent une décision, c'est appliqué. En fait, dans les courants alternatifs, quand quelqu'un a une idée sur une manière de changer le système, en fait, on a besoin de passer par tout un cycle de discussion, de dialogue. Ça ouvre le dialogue et le dialogue est nécessaire, puisque les décisions doivent être prises de manière consensuelle. Il faut en discuter, il faut convaincre les gens, il faut réévaluer les intérêts qui peuvent être divergents, et il y a beaucoup de discussions et de prises de décision qui sont très très compliquées, puisque parfois certains enjeux divergent en fonction des membres. On a parfois des prises de décision qui sont très difficiles, voire qui sont bloquées à ce niveau-là, quoi. Donc ça peut aussi poser problème. Bah oui, c'est ça. C'est un peu ce qui toujours m'a dérangé dans ces systèmes très démocratiques. C'est que pour prendre des décisions rapidement, c'est difficile. Or, parfois, dans le contexte d'un marché qui évolue très très vite, on a besoin, en fait, en tant que... Mais oui, c'est pour ça. Moi, je suis une entreprise, Stéphane. Je te vois sourire avec en coin. Mais oui, absolument. Tu as raison. Dans le contexte d'un marché qui évolue très très vite, on a besoin de prendre des décisions très rapidement. Et donc, du coup, il faut une structure entre guillemets pyramidale pour faciliter la prise de décision, etc. Mais ça, ce sont des contraintes qui sont liées à des contraintes du marché. Et donc vous, ce que vous voulez faire justement, c'est quelque chose d'à côté. Vous n'allez pas jouer dans la même cour entre guillemets. C'est peut-être là où vous allez éviter les justement, c'est à moitié vrai, puisque il y a finalement des gens qui vendent des jeux, des auteurs de jeux qui publient des jeux. Et qui se déploient dans la communauté et essayent de rassembler les forces de production quelque part, forces de communication, et profiter de cette communauté pour, on en parlera tout à l'heure, par exemple au sujet du stand qu'il y a eu à Octogone. Ouais, c'est génial, on a un gros débat qui est quelque chose qui nous suit depuis le début de la communauté. C'est de savoir quel jeu est-ce qu'on met en avant, est-ce qu'on propose une librairie, est-ce que on propose la communication, etc. Donc ça, c'est un problème très intéressant pour comprendre le type d'organisation dans lequel on est. Et alors, vous en êtes toutes ces discussions? Alors, là, il faut que je cite un des membres très actifs et constitutifs de la communauté à ses débuts et encore maintenant, qui s'appelle Briscou. Mathieu Béguet, qui nous a beaucoup aidé avec un point de vue très contradictoire par rapport au nôtre. Pour lui, les courants alternatifs sont très intéressants pour proposer une plateforme où on va mettre en avant certains jeux, puisque les auteurs indépendants, notamment, n'ont pas la force de communication que peuvent avoir des éditeurs. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est rassembler les forces pour pouvoir afficher en commun une ligne éditoriale ou quelque chose comme ça. Mais se pose toute la question de savoir quel jeu est-ce qu'on met en avant. Quels sont les jeux qu'on va juger être intéressants de mettre en avant. Vous allez mettre sur la librairie, donc. Voilà, parce que mettre en avant, c'est pas ce mois-ci à l'honneur tel jeu, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en librairie. Voilà, c'est ça. En disant ça, c'est validé par les courants alternatifs. Là arrive toute une question de rapport de force sur bah oui, mais si quelqu'un arrive avec un jeu qui bénéficie déjà d'une commercialisation, on se retrouve dans tous les débats sur qu'est-ce qu'un jeu indépendant, et ça c'est très compliqué. Et donc, mais c'est très compliqué, mais on prend le travail à bras le corps. C'est le travail le plus compliqué. Il n'y a pas que des jeux indépendants peut-être à mettre en avant. Tout à fait. Donc t'as peut-être envie de mettre en avant aussi des jeux qui ont été édités. Parce qu'il y a des bons jeux édités aussi, il faut le dire. Tout à fait. Donc en fait, c'est un débat, finalement, c'est le débat qui est le plus de fond, puisqu'il cristallise le plus de rapports de force en fait, entre les membres de la communauté. Des solutions sont proposées, on arrive à dégager très progressivement, mais là la prise de décision est très lente, puisqu'il faut imaginer que finalement là où il y a le plus de rapports de force contradictoires dans la communauté, c'est là où il va y avoir le plus besoin de discuter, de faire des concessions et d'arriver au consensus. Donc en fait la prise de décision, mais alors l'idée c'est que une fois qu'on arrivera au consensus, c'est très long, c'est très chronophage, mais c'est une décision à travers laquelle la quasi-totalité des membres ont pu contribuer, ont pu
être contradicteur. Donc je cite Briscoe parce que c'est un des contradicteurs principaux sur cette question-là. Mais il y en a plein d'autres. Hein. L'idée, c'est que son point de vue est crucial, il est super important pour nous. Parce qu'il nous permet effectivement de discuter, de déployer des raisonnements et de ne pas prendre des décisions à la légère en fait. Puisque là, on a des rapports de force qui sont critiques et on a besoin vraiment de discuter, de creuser. Ça force à la réflexion. C'est une structure qui force de manière émergente à la réflexion. Là, indirectement, ce que tu es en train de faire, c'est l'éloge de la critique. C'est de dire en gros, ce n'est pas parce qu'une idée est contradictoire qu'elle me pénalise, moi, en tant qu'auteur d'une théorie ou d'un système. C'est au contraire, il faut des critiques parce que plus on a affaire à des contre-arguments, plus on affûte nos arguments et donc plus on renforce notre structure. Donc ce que tu dis, c'est que la diversité est bonne en soi pour... encore une fois, c'est le généticien qui parle là, je pense, pour renforcer l'organisme, quoi. Il faut... Ok, ça c'est intéressant. Et tu mets en valeur plus le critique que les personnes qui défendent un point, j'ai l'impression. Parce que tu dis, ça c'est très Briscoe, là, c'est très important. C'est-à-dire que comment dire, c'est comme si tu mettais en valeur ton adversaire quelque part. Bien sûr, mais la doxa a toujours l'avantage a priori. La norme est toujours avantagée. C'est génial. Donc en fait, pour questionner, il faut de la contradiction. Quand on reste dans un système où on ne se questionne pas, et d'ailleurs le premier système qu'on ne questionne pas, c'est le nôtre. Donc en fait, le système le plus important, c'est celui du contradicteur. C'est celui qui nous enseigne le plus et qui nous permet le plus de progresser. L'altérité, moi j'appelle ça comme ça. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, sur la lenteur de la mise en place de ça, il faut aussi relativiser. C'est une initiative qui a quelques mois. Et quand on la vit au quotidien, on peut la vivre comme quelque chose de lent. En fait, c'est simplement prendre le temps de faire éclore des belles choses. Et en quelques mois, vous avez déjà eu 2 stands sur 2 grosses conventions, si mes souvenirs sont bons. Peut-être non, vous avez Octogone seulement ? Il me semble un seul, ouais. Ok, et vous êtes en train d'en préparer un autre, par contre, ça c'est sûr. Orchidée. Donc, pour une structure qui prend ses décisions lentement, je trouve que vous arrivez très vite sur le marché. C'est ça. Alors, qu'on arrive très vite sur le marché, je ne sais pas. Bah si, une convention c'est le marché, excuse-moi, mais ça ressemble à un marché. Il y a des stands, il y a des étalages, il y a des gens qui vendent des produits. Moi je ne vends pas de jeux et je partage beaucoup des courants alternatifs avec les gens que je rencontre, avec les discussions. Je n'ai rien à vendre si ce n'est le partage, quoi. Ouais, peut-être aussi un point de vue sur la critique, je ne sais pas. Peut-être. T'as des points de vue, Valentin. Oui, j'ai des points de vue. Alors, partager les points de vue, mais t'as des intérêts. J'ai rien à vendre. J'ai des intérêts, tout à fait. Non, mais alors bien sûr, c'est très important de se rendre compte des rapports de force et des intérêts de chacun des acteurs. Bien sûr. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des points de vue contradictoires, des intérêts contradictoires a priori, pour arriver à construire quelque chose de commun, quoi. Et je voulais rebondir sur les questions de lenteur. En fait, quand il y a des initiatives personnelles qui sont soit on est sans avis ou on est pour, en fait elles se font automatiquement. Puisque l'un des principes, je le rappelle, c'est toute action est légitime en elle-même. C'est-à-dire que n'importe qui propose une action qui serait pas ça, c'est ultra contrecarrée ou n'importe quoi, et ben ok, c'est parti, quoi. C'est parti. C'est pas la méga angoisse, ça ? Bah au contraire. Parce que du coup, ça responsabilise les gens. Je veux dire, quand tu reçois un message sur ton truc, il y a un nouveau message sur les courants alternatifs, tu stresses à chaque fois en te disant putain, ça se trouve, c'est une grosse connerie, il faut que... Mais c'est pas une grosse connerie, je suis pas responsable des courants alternatifs. Les courants alternatifs, c'est ce que fait la communauté des courants alternatifs. Non mais à mon sens, je veux dire, c'est une grosse connerie pour moi, c'est ça que je veux dire. Bah, c'est une grosse connerie pour moi, bah discutons-en, quoi. On va voir ce qui va émerger, et puis si quelqu'un fait une action en particulier, je pense que cette personne-là l'a fait de bonne foi. Donc, en fait, c'est une question de confiance. C'est peut-être philosophique à ce niveau-là, je sais pas. Peut-être qu'on a confiance dans le genre humain pour avoir une telle organisation. Mais attendez. Une chose est d'avoir confiance dans le genre humain, une autre est d'avoir des intérêts divergents. Moi, j'ai confiance en toi pour j'ai confiance en toi. Pour autant, Valentin ou Stéphane ou vous tous d'ailleurs. Mais si on a des intérêts, on peut avoir des intérêts divergents aussi. Et tu peux faire une proposition qui, bien que j'ai énormément confiance en toi, aille dans une. Et donc du coup, si je suis pas là, si je suis en vacances et qu'il y a une décision qui est enterrée, alors que moi j'étais juste parti. Mais tout peut être remis en question. Ah oui, donc du comme coup, le je pourrais la remettre en politique. question. Oui, ok, d'accord. Il n'y a pas de truc gravé dans le marbre, d'accord. Non.
J'ai du mal, hein. J'essaye de comprendre. Mais du coup, alors ça revient au sujet de le côté à la fois rapide et à la fois lent. Si ça peut être remis en question quelque chose qui a été pris précédemment, être questionné, et être annulé, puis remis, etc. Est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment le risque d'un phénomène, plus encore si jamais le nombre de membres augmente, etc. À un moment donné, on va se retrouver dans une position où si jamais à chaque fois il faut arriver à un consensus global, ou si le nombre de membres augmente, les discussions vont être encore plus longues, et quand même il y a potentiellement une évolution rapide parce que les choses peuvent être remises en question et qu'il n'y a pas des trucs institutionnels gravés dans le marbre qui sont difficiles à changer. En pratique, si le système de résolution c'est le consensus, ça peut être très lent. J'ai envie de dire qu'on verra sur place. Ouais. On verra à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, peut-être qu'on saura inventer ou en tout cas tester des règles pour répondre aux problèmes une fois qu'il sera formulé. Ce qui serait malheureux, c'est que t'imagines si en fait vous découvrez avec ce système que la meilleure des règles, c'est par exemple d'assumer en fait des relations d'autorité. Ça serait terrible parce que ça voudrait dire finalement, ce serait une expérience presque sociologique à micro qui montrerait en fait l'utilité des rapports de domination dans une société où tout est... Alors, entre autorité et domination, il y a quand même un certain écart. Mais... Bon, je sais pas. Là, c'est l'anarchiste qui parle peut-être. Attention, mais les rapports d'autorité ne sont pas forcément des rapports de domination. Et d'ailleurs, il y a un investissement différentiel des membres. Il y a des gens, par exemple, la majorité des membres en fait ne viennent pas dans les réunions parce que participer aux décisions, la communauté tourne bien, ils n'ont pas forcément le temps, l'envie de s'investir. Donc en fait, il y a un noyau de gens, tous ceux qui s'intéressent aux prises de décision, en fait. Tous ceux qui s'intéressent aux prises de décision viennent participer aux réunions, discutent sur le forum de ces sujets-là et font tourner effectivement la communauté. Donc c'est vrai qu'il faudrait imaginer un enflement en termes de membres énorme, et c'est tout ce que je souhaite à la communauté. Mais c'est possible que l'organisation finalement ne se centralise pas, attention, mais s'organise autour des initiatives personnelles. Par exemple, je fais le choix de me casser la tête sur un problème particulier, d'essayer de le résoudre. Puis le consensus, c'est pas quelque chose qui émerge spontanément, c'est un travail. C'est vraiment, on essaye de travailler activement à s'organiser de manière à satisfaire le plus possible, en fait, tout simplement. Donc c'est un travail avec chacun. Par exemple, Briscou, je reviens toujours à lui, mais m'a fait me remettre en question énormément et j'ai changé d'avis à de nombreuses reprises grâce au fait qu'ils doivent argumenter très clairement son point de vue. Je lis son argumentaire et je fais mais oui, il a totalement raison alors qu'a priori j'étais pas du tout d'accord. Donc finalement par le travail on peut arriver, je pense même avec un nombre de personnes qui augmente à une structure qui tourne sans problème, quoi. Très intéressant, vraiment. Antoine. C'est vrai qu'au niveau de la qualité de ce que la discussion produit, c'est sûr que c'est forcément enrichissant et créateur comme tu dis, de les arguments se précisent, etc. Mais est-ce que vous avez déjà, par exemple, le cas, alors j'espère pas, mais des circonstances dans lesquelles cette optique-là crée trop souvent des consensus mous ou des compromis un peu... où on fait une moyenne des avis des gens, etc. Je sais pas. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être... Je pense que dans une certaine mesure, oui, parce qu'il y a des prises de décision qui sont très compliquées. Là, je reprends l'exemple de la librairie. Et donc, on est dans un cas où ça n'avance pas, ou alors, effectivement, la décision est pas satisfaisante pour personne. Donc c'est clair que ça arrive, mais finalement c'est pas amené à être entériné plus que ça. Ça dépend finalement si des gens ont des intérêts assez forts pour que ça change, comme le second principe politique le sous-entend, toute initiative personnelle est encouragée, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est finalement si une question reste dans le flou, c'est pas plus mal en attendant d'avoir des forces de travail pour s'attaquer au problème, quoi. Moi, ça fourmille de questions dans ma tête, mais je sais pas si... parce que là, on est en live, il faut les formuler tout de suite. Et en fait, je pense que je vais avoir besoin de mûrir un peu tout ce que vous êtes en train de me dire là. C'est tellement étranger à ma manière de procéder. C'est tout l'inverse de ce que moi, je pratique, ce que je juge efficace, etc., etc. Donc, il faut vraiment que en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant. J'y vois
une forme d'avenir, un espoir de sortir peut-être d'une verticalité. Vous savez, moi, si j'utilise le système dictatorial pour faire fonctionner la cellule, entre guillemets, hein, tout ça c'est entre gros guillemets, c'est parce que aujourd'hui c'est efficace, mais c'est efficace pas parce que comment dire, souvent je dis voilà, mes jeux seraient gratuits dans un monde meilleur. Tu vois ce que je veux dire, dans un jeu, c'est ce que je disais au début quand j'ai commencé Sens. Je disais en fait le problème c'est que le système aujourd'hui m'a vaincu. Moi je fais partie des gens qui ont fait du gratuit comme Thomas Munier, et à l'époque il n'y avait pas les outils pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, et donc j'ai été obligé de rendre mon jeu payant et de rentrer dans le marché et donc de prendre des décisions, etc. Donc moi je fais partie quelque part des déchus, des corrompus, et aujourd'hui de voir... mais dans l'idéal c'est qu'une défaite temporaire, le temps que peu à peu on change les systèmes autour. Exactement. Et là, moi, la première chose que ça me donne envie de faire, c'est d'y croire d'abord, et éventuellement, bon là, aujourd'hui, j'ai pas justement, c'est ça le problème aussi, c'est l'investissement en temps. Aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps de discuter, tu vois, de faire consensus, t'imagines, c'est un travail de parlementaire qu'il faut faire. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, t'es pas obligé du tout de faire ce travail-là. Tu peux totalement t'investir dans la communauté en proposant des jeux, proposant des réflexions plus ou moins détaillées, faisant de la communication. Il y a des gens qui ne font que de la communication. Il y a une page actualité où les gens disent bah voilà, tel jeu est sorti, il y a tel rapport de partie, et finalement ça nous permet de lire des rapports de partie, de voir de nouveaux jeux, mais c'est la façon dont ils contribuent à cette communauté-là, avec leurs intérêts propres. Mais finalement tout le travail de prise de décision, le travail de parlementaire, comme tu dis, c'est pas un travail qu'on exige du tout de tous les membres, hein. C'est si jamais tu t'intéresses à cette communauté-là et que tu as quelque chose, mais ça peut être très ponctuel. S'il y a une question en particulier qui te tient à cœur, tu peux passer quelques semaines à un moment donné circonstancié à essayer de mettre de faire scier ce point de vue, quoi. Ok, mais tu crois pas qu'à un moment donné, la complicité entre certaines personnes qui ont l'habitude de discuter ensemble et tout va faire qu'il y aura un coup d'entrée quand même pour la personne qui voudra proposer quelque chose de nouveau? Et ben en fait, on essaye justement... Moi, j'ai la chance de vous connaître dans la vraie vie, entre guillemets, depuis longtemps, mais tu vois, c'est pas gagné pour des gens qui débarquent. Alors, justement, ça a été sujet de prise de décision. Cette inquiétude était fondée, je pense. Et on a tout un système d'organisation des réunions, donc, dans lesquelles on prend des décisions, qui a été beaucoup discuté au début de la communauté, dans laquelle, en fait, on organise la parole. Mais vraiment, les gens parlent les uns après les autres, on discute de manière séquentielle des sujets, toute une organisation avec un médiateur, quelqu'un qui prend les comptes rendus, etc., qui permettent justement à n'importe qui voudrait simplement soit assister à la réunion, soit proposer son point de vue, de venir et qu'on lui laisse la parole de manière équitable, qu'on applique effectivement le consensus de la manière la plus efficace possible, quoi. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi en fait j'ai une culture de ce qui s'est passé sur Silent Drift qui est de rétrospective, qui est beaucoup par ce qu'on m'en a raconté, y compris au sur sein les ateliers imaginaires ou sur Silent Drift? De Silent Drift, Silent Drift, déjà, d'accord, des podcasts de la cellule. Les ateliers imaginaires, c'est à l'époque, donc à l'époque où les ateliers imaginaires étaient ouverts et étaient très actifs, j'avais pas forcément la disponibilité, la bande passante, et j'avais essayé de lire des choses dessus, je m'y étais inscrit, et en fait j'avais trouvé ça finalement plus difficile. Le coup d'entrée aussi. Que je trouvais que le coup d'entrée était plus fort. Alors que là, j'en fais pas un exemple, mais là j'y arrive. Ah ouais, à suivre ce qui est écrit là-dessus. C'est quelque chose qui ne marche que pour moi. C'est pas un élément de comparaison, hein. Ouais, non, mais justement, je voulais redonner en fait cet effet-là. J'y arrive alors que je suis pas du tout un membre fondateur. Moi, il me semble que j'ai été quelque chose comme le 70e inscrit, donc il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient arrivés avant moi. Il y avait déjà beaucoup de discussions. Et en fait, de mon expérience, ça se fait bien, quoi. Voilà. Et juste pour aller encore plus loin, si tu veux finir, le plus gros coup d'entrée, c'est la cellule. C'est-à-dire, en fait, il faut être carrément mon pote. Là, t'imagines, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu veux aller encore plus loin dans les structures, le plus gros coup d'entrée, c'est pas les gens qui prônent les choses horizontales. Le plus gros coup d'entrée, c'est les gens qui prônent des choses beaucoup plus verticales. Ouais, carrément. Et oui. Oui, donc on peut aller au bout, tu vois, de la comparaison. Mais après, si on revient sur la cellule, en fait, le modèle que tu y déploies, il est amplement efficace, il marche depuis des années, bravo.
mais il est aussi très fragile parce qu'il dépend de toi, de ta Absolument. disponibilité. Tout à fait, ce que j'allais dire. Et là, pour le coup, en fait, on a la chance de participer à la création d'un modèle qui peut, lui, être pérenne. En tout cas, qui veut s'en donner les moyens. J'y vois un espoir. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. C'est parce qu'en fait, là, effectivement, il y a en tout cas, une apparence de pérennité. On va voir justement si ça l'est ou pas. J'espère. Je croise les doigts, évidemment. Et je vais ajouter un truc là-dessus. Non, ça m'a échappé. Valentin, tu voulais ajouter un truc ? Est-ce qu'on peut passer un autre sujet ? Ça vous va ? C'est dommage, j'aurais bien voulu encore. Si je retrouve ma question, je te la reposerai plus tard. On peut parler 2 heures de ces questions. Ouais, c'est intéressant. Il y a 2 points qu'il faudrait qu'on discute, qui peuvent être intéressants. Il y a un des points qui traite des définitions sur les courants alternatifs. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, qu'est-ce que l'indépendance, tout ça. Donc ça, en fait, c'est très discuté. Et on s'est rendu compte en fait que tous les membres de la communauté ont des définitions qui sont très très variées de ces objets-là, quoi. Donc il y a une recherche de consensus, on discute, on essaie de voir où est-ce qu'on peut aller, mais je pense que ce problème-là de la question de définition, qui est un problème particulier, reflète énormément la façon dont s'organise la communauté. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait des définitions qui sont très variées et très diverses, en fait, on partage, on échange, on explicite nos définitions, on échange simplement des points de vue différents, en essayant de construire quelque chose de commun. Et puis finalement, ce qui sanctionne tout ça à l'arrivée, c'est les initiatives pratiques, comme par exemple, et ce sera le point juste après, le stand d'Octogone qui a été monté très récemment, quoi. D'accord, ouais. Je pensais quand tu disais tout ça, je pensais à Gaël Sacré, qui a fait une vidéo justement où il dit « Je ne suis pas un vrai rôliste » ou je ne sais plus comment elle est formulée, mais il y a cette idée derrière que il ne se reconnaît pas dans la pratique traditionnelle du jeu de rôle et que quand il parle des jeux qu'il aime, on lui dit souvent que ça n'en est pas, ou en tout cas que c'est pas... Et donc les courants alternatifs se fondent aussi, parce qu'il y a comme alternatif, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire alternatif, c'est l'altérité. Attention, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est un débat. Oui, d'accord. Ça fait partie des choses qui ont de multiples définitions et en fait sur lequel il y a un thread qui traite de ça de manière à ce que chacun puisse partager là-dessus. On se rend compte que même la définition de ce terme alternatif est plurielle. Il y a plein de définitions qui se tiennent et qui cohabitent, mais qu'on fait quand même des choses avec. Et c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, Valentin, quand tu vas... Le truc, en fait, c'est hier soir, en préparation du podcast, on parlait de la théorie et du bien de la théorie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, poser sur le papier des concepts, des propositions dans un bouquin et dire voilà ma théorie, faites-en ce que vous voulez, c'est-à-dire critiquez-la, défoncez-la, dépassez-la, mangez-la, digérez-la, etc. C'est le bien, d'accord ? Enfin, tu vois, il y a un côté, voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que là, tu vois, j'ai peur qu'avec les courants alternatifs, on soit un peu face à un objet dans lequel, à chaque fois qu'on prendra quelque chose, on pourra toujours dire « Ah oui, mais non, mais attends, on pourra toujours le discuter ». Et du coup, en fait, qu'on ne s'arrête jamais, que quelque part, on ne puisse jamais rien en dire de la communauté des courants alternatifs. Est-ce que tu vois ? En fait, je pense que ce qu'on peut en dire, c'est ce qui est produit effectivement. Il y a un moment donné où il y a des gens qui produisent des jeux, qui produisent des théories, qui produisent des rencontres, qui produisent plein de choses différentes. On pourrait dire, c'est un petit peu comme la ligne éditoriale qui émerge de l'activité de tous les membres. Finalement, ce à quoi on va se raccrocher, effectivement, les choses qu'on va pouvoir tenir dans la main, c'est ce qui va être construit grâce à cette communauté. Après, délimiter des axes théoriques une fois pour toutes, c'est absolument pas possible, je pense. Effectivement, pour ce genre de choses. Mais en plus, c'est constitutif de la communauté, avec cette question d'ouverture et puis de remise en question perpétuelle. Oui, puis il ne faut pas confondre la communauté et les théories qui sont soutenues. Alors, il y a des gens qui peuvent soutenir des théories qui sont très claires et très bien délimitées. Et ça, on peut en discuter. Il n'y a pas de problème, quoi. Je voulais aussi... Il y a trop de questions...
Non, mais on va parler du stand d'Octogone, ce sera plus ça. En fait, je pense que j'ai besoin de digérer encore pas mal. On fera un podcast plus tard. Ouais, peut-être. Ça vaut énormément de choses, donc c'est normal. Non, puis peut-être que moi, entre-temps, je vais peut-être m'y inscrire, y participer, parce que là, en fait, de l'extérieur comme ça, je trouve souvent, je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais de l'extérieur, quand on juge un objet, un travail, un truc comme ça, et qu'on l'a pas testé, qu'on l'a pas pu tester, on en dit toujours de la merde. Et donc au final, tout ce que vous allez avoir comme question, c'est les gros poncifs qu'on vous sort à chaque fois. Oui, mais enfin, quand même, un bon dictateur, ce serait bien pour votre petite communauté. Hein. Enfin, c'est quand même très rare. Heureusement, non, mais j'exagère. Mais voilà, on va. Alors, Octogone, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous en êtes venu à l'idée de dire, bah ouais, on va faire un stand courant alternatif? Ça, c'est quand même. En fait, c'est extrêmement simple. C'est une initiative individuelle. C'est-à-dire que Arjuna Khan, qui est donc un des membres de la communauté, s'est dit ok, j'aimerais proposer ça. J'aimerais qu'il y ait un stand à l'image de ce qui s'était fait notamment avec les ateliers imaginaires à Octogone, c'était 2 ans plus tôt. J'aimerais que ça se mette en place. Donc Arjuna a totalement pris en charge l'organisation, la mise en place, communiquer avec les auteurs qui pourraient être intéressés, et a réparti le travail. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire diverses propositions. On s'est dit, ah bah tiens, il faudrait qu'on ait du matériel, des nappes... Tiens, moi je peux ramener des jeux. Tiens, moi je peux je peux présenter les jeux. Je peux faire des playtests. Et de fil en aiguille, à partir d'une initiative personnelle d'Arjuna, se sont ségrégées les initiatives, on va dire périphériques. Et au bout du compte, il y a eu un stand qui a été proposé avec à peu près une vingtaine de jeux, je crois. Oui. De jeux de rôle différents, très divers. Dans deux personnes qui n'étaient pas forcément des courants alternatifs d'ailleurs. Qui oui, n'ont pas forcément participé. Il y a eu des sens qui ont été vendus, il y a eu ce genre de choses. Quoi. Oui, est-ce que je suis le seul qui en dehors de... Si tu veux, j'ai envie de te dire que tu es membre des courants alternatifs malgré toi, quelque part. Puisque il se trouve que il y a eu des sens et des... finalement, tu as contribué à cette communauté, mais à une échelle qui était propre. C'est très intéressant. On a pu discuter de sens, on a pu le présenter. Il y en a qui sont repartis avec certains bouquins. Super intéressant, quoi. Je me suis posé la question. En fait, quand j'ai vu les sens sur le stand des courants, il y avait aussi un commentaire d'Éric Blaise sur Facebook qui disait « Ah, c'est de l'arnaque, Romaric Briand n'y était pas ». Je me suis posé la question de la pertinence de ces bouquins sur le stand des courants alternatifs. Moi, je pense que c'est pertinent. Il y a certains membres qui se disent c'est intéressant, j'ai envie de présenter ce jeu. Je crois que c'est à l'initiative d'Arjuna, d'ailleurs. Oui, c'est Arjuna. Il m'en a parlé, il m'a dit en gros, en substance, je suis désolé si je déforme tes propos, Arjuna, mais il m'a dit en gros, moi j'estime que tu as fait quand même beaucoup de boulot pour l'indépendance et pour même l'émergence de ce courant, de ces courants, etc. Donc ça semble être... j'avais un peu l'impression d'être le vieux papy, le président d'honneur un peu du tu vois... Bon, à un moment donné, je monterai peut-être sur scène pour éclipser ma fille, peut-être. Au secours. Non, mais j'en sais rien. Il m'a dit en gros ça, quoi. Il m'a dit c'est important parce que c'est un jeu qui a joué quand même un rôle un peu dans l'émergence de ces courants, et donc voilà, des jeux alternatifs. Ouais. Mais moi, je sais que, en tout cas, j'étais bien content qu'on ait du sens à proposer et qu'on puisse parler et montrer ce jeu, que ça a été proposé par quelqu'un au sein de cette communauté. Ça a pas été créé de problème, cette proposition, donc on le fait. Puis c'est tout. De la même manière, il y a des jeux de Villiers Féasson qui n'étaient pas présents du tout à Octogone, qui ont été proposés. Il y a eu beaucoup de ventes de ces jeux, Libreté, Perdu sous la pluie. Des jeux qui nous ont été proposés, que nous on a bien évidemment accepté de vendre. Ah oui, Vivien ne fait pas partie non plus des... Enfin, n'a pas... Ah c'est ça, ouais, tu vois, c'est compliqué. On a envie... En fait, mais ça c'est peut-être personnel. Moi, je réfléchis vachement en termes d'individus, pas en termes de structure. C'est-à-dire, en fait, pour moi, un ami, c'est quelqu'un, c'est une personne. Donc, du coup, j'ai envie de savoir qui participe au courant alternatif
avant de m'y inscrire, parce que j'ai envie, évidemment, d'être plutôt entouré d'amis que d'inconnus, ou etc. Tu vois, non, ça fait un peu bizarre ce que je viens de dire, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de savoir qui est dedans, quoi. En fait, il y a beaucoup de monde qui participe de manière très différente. Finalement, cette diversité de participation se reflète complètement dans la pratique. Quand on a Vivien Féasson qui participe de loin, qui a participé un petit peu au début de la communauté, avec qui on discute même. De toute façon, des discussions IRL avec des gens comme ici et maintenant, discuter des courants alternatifs avec toi, c'est déjà un petit peu faire partie de la communauté. Alors j'entends que du coup, il y a une faible visibilité sur qui participe, comment, etc. Mais justement, cette faible visibilité, elle est liée à toute la diversité. Alors, tout ça, c'est très organique, comme on disait tout à l'heure. Il y a une diversité de pratiques en jeu de rôle qu'on défend fortement. Il y a beaucoup de façons de faire du jeu de rôle. Il y a beaucoup de façons de s'impliquer dans la communauté. Et toutes ces manières-là sont même à inventer, quelque part, comme les manières de faire du jeu de rôle, quoi, si tu veux. C'est génial. En tout cas, moi, il y a un truc aussi qui revient souvent, c'est quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'était ce que j'avais en tête quand on a fait les ateliers imaginaires. Quand tu lis mes derniers messages sur les ateliers imaginaires, c'est toujours ça, mais il n'y a pas de communauté des ateliers imaginaires, arrêtez de dire la communauté ceci, la communauté cela, arrêtez de dire qu'il y a une ligne éditoriale, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Et je me suis battu comme un fou pour essayer de faire vivre cette idée au moment où ça allait au plus mal. Mais en fait, je me suis rendu compte je me rends compte maintenant qu'en fait, le vrai problème, c'est que la structure ne donnait pas l'image qu'on voulait en donner, tu vois, de cette grande colocation. Au-delà de l'image, finalement, je pense que le système d'organisation ne permettait pas ça non plus. C'est ce que je veux dire. Tout à exactement. Fait. Donc là, alors que là, vous avez trouvé peut-être une solution pour faire... effectivement, là, on peut pas dire les courants alternatifs ceci, les courants alternatifs cela. On peut dire éventuellement les courants alternatifs avaient un stand à Octogone, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux dire finalement, certains membres des courants ont fait ceci en revendiquant l'étiquette des courants alternatifs. Voilà, c'est un fait. Après, tu ne peux pas reprocher à la structure quoi que ce soit qu'aurait fait chacun de ses membres, quoi. Imagine que je suis à un stand courant alternatif, d'accord, et je dis par exemple, je sais pas. Jeu de rôle tradit. Ouais, non, mais je pensais à une formulation critique. Tel jeu de rôle, c'est de la merde. Je le dis, voilà, je suis à un stand courant alternatif, je dis tel jeu de rôle, c'est de la merde. Déjà, moi, je vais te tomber dessus, personnellement. Je vais te dire, bah non, c'est un peu dommage de dire ça. De moi à toi, quelque part. Après, que tu te revendiques des courants alternatifs, c'est très bien, c'est un avis intéressant. Alors moi, j'aurais tendance à demander, mais pourquoi tu dis ça ? Est-ce qu'on peut pas le formuler autrement pour être un peu moins catégorique, essayer de construire un peu plus le raisonnement ? Voilà ce que je pense qui va se passer, quoi, quelque part. Et on va entrer dans une discussion où peut-être qu'émergera de cette discussion quelque chose de très intéressant, quoi. Une façon de penser qui t'est propre, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Et on va peut-être se dire, ah bah oui, intéressant. Moi je pense autrement et puis partager, quoi. Je pense que l'avantage des courants alternatifs aussi, c'est que en fait le coup d'entrée principal ou le truc qui va faire que vous allez éviter les gens problématiques, c'est-à-dire en gros les gens qui vont vouloir imposer une structure qui n'est pas celle de... c'est vachement compliqué d'en parler. C'est que en fait, en gros, vous avez le coup d'entrée principal de votre truc, c'est la démocratie. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de discuter, d'argumenter, de donner des exemples, d'illustrer ses propos. C'est difficile. Il y a des gens qui sont pas capables de le faire et c'est pour ça que parfois une solution pyramidale est meilleure, en tout cas dans le monde réel, tu vois, pas dans le monde des forums et compagnie. Donc en fait, en gros, vous allez rassembler des gens qui vous ressemblent dans le désir de cette structure-là. Donc des gens plutôt, j'exagère pour mieux qu'on comprenne bien plutôt d'extrême gauche, qui vont avoir, mais non, mais bien sûr, l'étiquetage. bah oui, si je suis désolé, mais voilà, des gens qui vont être pour remettre les cartes, enfin redistribuer les cartes, quoi, qui n'ont pas envie de... Je pense que le coup d'entrée n'est pas d'être d'extrême gauche ou d'accepter cette structure-là a priori. Je pense que le plus gros coup d'entrée, c'est d'accepter la contradiction comme constitutive d'une communauté. Accepter le fait que il y a des avis divergents, il y a des gens qui sont pas d'accord. On est dans un rapport de force, en fait. Exactement. Constant. Ouais. On est plein d'individus qui s'auto-organisons et qui avons des intérêts divergents. On lutte tous pour nos intérêts divergents, mais
en luttant tous pour notre divergent, on va essayer de construire quelque chose de commun quand même, mais la dissension et la contradiction va être quand même au cœur de la communauté. Donc c'est peut-être ça qui finalement, toi, te lien gêne. avec ton article, Antoine, à fond. Ouais. C'est peut-être ça qui te gênait, où tu dis, mais moi, quand je regarde les courants alternatifs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet objet ? J'arrive pas à le saisir, parce qu'en fait, il est contradictoire dans sa nature profonde. Enfin, l'objet n'est pas contradictoire. C'est pour ça que j'ai du mal à poser des questions, Valentin. J'en chie là. Mais tout à fait, mais j'entends bien. Mais finalement, c'est aussi la force et le coup d'entrée quelque part. Mais finalement, si tu es d'accord pour discuter le bout de gras, ben welcome quoi. L'écoute charitable, la discussion, le fait de pouvoir proposer quelque chose et d'avoir une critique de ce qu'on vient de proposer. Et cependant ne pas partir in nomine, mais pas partir dans une critique de la personne, mais d'avoir un vrai respect d'un point de vue opposé, argumenté, en disant ok, il existe des points de vue différents. Et ben ça en fait c'est une véritable force et c'est quelque chose qu'on a envie de faire vivre. Et moi, enfin si des gens en fait ne se sentent pas de vivre dans un système comme ça me dérange pas qu'ils ne viennent pas rejoindre la communauté. Voilà, donc tu vois, c'est ce que je voulais te dire, c'est que quelque part. C'est ça le point essentiel, c'est que quelque part c'est un peu la manière dont vous sélectionnez, tu vois, enfin comment dire, dont les gens se sélectionnent par eux-mêmes. C'est ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de opérer une sélection vous-même, ça se fait naturellement. Ouais, mais ça me semble une bonne chose. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est mal ou que c'est mauvais, j'essaye de comprendre la structure et d'en décrire le fonctionnement. C'est un podcast qui n'est pas là pour juger les courants alternatifs, puisqu'encore une fois, ils sont jeunes, on va voir ce que ça va donner sur le long cours aussi. Faut voir, c'est ça qui va faire preuve ou pas de ce système. Et ce que je te dis, le plus tragique, ce serait que vous retombiez sur des travers. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, que ce soit finalement une illustration, une démonstration de l'échec en fait de cette démocratie participative. Tu vois, ça, ce serait vraiment malheureux. J'ai deux choses à dire. La première, peut-être illustrative, c'est que sur le stand d'Octogone, ce qui était très intéressant, c'était de voir toute l'activité. Il y avait beaucoup de monde, ça brassait beaucoup. Il y avait des parties de playtest, il y avait des gens qui faisaient tester, par exemple Fabien Ilvain qui faisait tester des mi-urges de l'autre côté de la convention, des gens qui présentaient leur jeu. Il y avait effectivement Tiramisu qui présentait La vie de l'absent, il y avait Julien Poire qui présentait De mauvais rêves, il y avait Thomas Munier qui faisait des doubles tables Mindfuck, et moi j'étais derrière le stand et je discutais avec les gens, et en fait il y avait une diversité aussi au sein même des intérêts de ce que font les gens et qui sont très très variés. Donc ça, c'était le premier point, et je crois avoir oublié le deuxième, et ça craint, parce que c'était le plus important. Il y a effectivement, si je refais le lien avec les jeux aussi qui étaient présents sur le stand, mais dont les auteurs n'étaient pas présents, donc effectivement il y avait Sens, il y avait les jeux de Vivien, il y avait aussi les petites choses oubliées. Et moi je sais que j'ai fait, durant cette Octogone, j'ai fait une démo des petites choses oubliées, donc j'ai joué avec une personne qui n'avait jamais fait de jeu de rôle, j'ai fait une partie remarquable, Karim et Oriane, c'était vraiment très bien. Et je sais que j'étais vraiment très content de présenter ce jeu, dont je ne suis pas l'auteur, et dont j'étais content que ce jeu soit présent, même si ces auteurs n'étaient pas présents à ce stand. Je pense qu'il y a aussi, en fait, on peut aussi utiliser un stand comme ça et utiliser une communauté pour transmettre des coups de cœur, simplement. Non, mais ça, c'est un des nombreux usages possibles de la communauté, quoi. Putain, mais décidément aujourd'hui je perds tout ce que je veux dire, c'est horrible. J'avais un truc à dire et moi aussi c'est arrivé. C'est le jour la journée du trou noir. Et par rapport à Christophe, je trouve ça important aussi que ces jeux y figurent, parce que tout à l'heure on disait Sens, vieux papy, président d'honneur du truc, le Jean-Marie Le Pen du jeu de rôle indépendant, mais Christophe Beuclet est encore. Oui, c'était ça la comparaison avec président d'honneur du. Non. Ah oui, non. Tu n'avais pas saisi tout à l'heure. T'avais pas saisi tout à l'heure le... Ah oui, d'accord. Non, mais... D'où le fait que je monte sur scène pour éclipser ma fille, tout ça, tu vois. Oui, mais alors, non, j'avais du tout... Mais, et en fait, je me félicite d'être débranché de ce type d'actualité-là et de ne pas avoir compris ça, vraiment. Très bien. Donc voilà, Christophe est encore plus à même tu vois, de représenter justement l'un des membres fondateurs de l'alternatif sur le domaine francophone du jeu de rôle, parce que Silent Drift, c'est vraiment le forum qui nous a tous lancés, que ce soit Fred, Fabien ou moi. Donc par rapport à ce que disait Arjuna,
s'il y avait plus quelqu'un qui devrait être à l'honneur de par génétiquement son héritage, ce serait plutôt Christophe finalement. Donc c'est bien qu'il ait été sur le stand. Tout à fait, mais finalement c'est lié. On ne s'oblige pas à le faire par principe. C'est aussi parce que ce sont des jeux qui nous intéressent, qui nous importent. En fait, c'est les membres eux-mêmes. Finalement, les auteurs et les fondateurs sont morts. Voilà. C'est nous-mêmes, membres de la communauté, qui avons envie de proposer ça. Si ça va à tout le monde, alors c'est parti. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec le Front National, parce que parfois le passé dérange. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, tu vois, le passé, merde, on a envie de trancher aussi une certaine forme de passé, de dire bah non, aujourd'hui c'est un nouveau. Bon, je suis désolé avec cette comparaison filée avec le Front National qui est très dérangeante. Courants alternatifs, le Philippot du jeu de rôle. C'est vraiment complètement l'inverse. Non, mais maintenant que je commence à la comprendre, je me rends compte que effectivement, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui est quelque part libéré des filiations. Exactement. Et on veut faire quelque chose qui soit d'une certaine manière actuel, fait par les gens qui font à un instant T. Et du coup, si en fait le jeu de Sylvie et Christophe était présent, c'est pas parce que à cause de ce que Christophe aurait fait au titre de Silent Drift, c'est à cause d'un amour pour ce jeu-là. Et du coup, que les auteurs soient là ou pas, le jeu y était. Et c'est là la grande différence entre nous. C'est aussi quelque chose dont on parlait hier soir, c'est que ce genre de truc-là peut aider à remettre à distinguer les jeux des gens, les théories des gens, et à plus critiquer les idées, critiquer les jeux, ou mettre en valeur les idées, mettre en valeur les jeux, et plus se baser juste là-dessus que sur les individus pour motiver à faire des choses comme ça. Alors ça c'est vrai que de ce point de vue-là, vous gagnez en clarté de ce point de vue-là. C'est-à-dire que là, vraiment, on est là pour célébrer les jeux et non plus les gens. Et ça, c'est toujours un truc sur lequel on a beaucoup insisté, nous aussi, à la cellule, pour dire, attention, on critique les jeux, pas les gens. Ceci dit, moi, j'ai tendance quand même à considérer, et c'est la différence, on disait un petit peu, avant qu'Anton reprenne la parole avec Stéphane, c'est un petit peu la différence entre nous, c'est que moi, j'ai quand même tendance à vouloir remercier les gens. C'est-à-dire, en fait, j'ai de l'affection pour Christophe en tant qu'individu. Mais c'est peut-être parce que j'ai une approche de ces choses-là qui est beaucoup moins détachée de leur histoire par rapport à vous. Vous êtes déjà vous êtes... comment dire ? Vous êtes né indépendant, tu vois, quelque part. Enfin, je sais pas comment dire. Vous êtes né dans un univers dans lequel ça existait, l'indépendance. Vous n'avez pas été... vous êtes pas battu pour ce bébé-là, pour créer ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, vous n'avez pas l'affection pour les vieux soldats, les vieux vétérans qui étaient là sur le champ de bataille quand vous n'y étiez pas encore. Tu vois ce que je veux dire ? Au moment où ça trachait dur et où quand on s'inscrivait sur un forum, on se retrouvait vraiment minoritaire. Tu vois ? C'est un peu ce que je racontais quand je disais que Silent Drift, pour moi, en fait, je connaissais pas du tout. Je sais de manière rétrospective ce que c'était. Voilà, c'est ça. Et en fait, à l'époque où Silent Drift était actif, moi, j'étais pas du tout là-dessus. Et après, je me sens tellement vieux. Mais c'est ça qui est drôle. Alors que moi-même, je suis un vieux rôliste et n'oublie pas, je suis plus vieux que toi. Ne t'inquiète pas. C'est vrai. Et ensuite, Christophe et Sylvie sont pas des personnes que je connais en personne. Hein. Et voilà, c'est ça aussi. En fait, j'ai modestement échangé un mail cet été avec eux. Et sinon, moi, tout ce que je connais d'eux, c'est les petites choses oubliées. Et du coup, c'est de ça dont je parle, c'est ça que je présente. Et finalement, c'est pas les auteurs, c'est les jeux. Ce podcast me permet de réaliser une contradiction que j'ai en moi, qui est que j'aime les gens, mais que je dis dans les micros constamment, je critique les jeux et pas les gens. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'affection finalement pour les gens que je le pensais. Enfin, qu'en fait, tout ça est lié... Ah, c'est marrant ça. Oui, vas-y Valentin. Après, si tu veux, le fait de dire... on propose des jeux parce que c'est les jeux qu'on aime, c'est vrai, mais moi, c'est pas non plus ma démarche personnelle. Par exemple, quand je présentais La Vie de l'absent sur le stand d'Octogone, j'adore ce jeu, mais j'adore aussi Stéphane, en fait. Et c'était d'autant plus un plaisir pour le présenter. Donc, c'est pas totalement antinomique, en fait. Non, c'est moi, pas... les deux sont intéressants. En fait, là, je me souviens très bien d'avoir eu une discussion comme ça avec Philippe Drapeau-Conti et Pascal Ludwig une fois sur la philosophie analytique. Et on disait, à un moment donné, avec mes potes, on écoutait Pascal et Philippe, et on se disait, mais en fait, la philosophie analytique, c'est une philosophie qui est beaucoup moins prétentieuse que la philosophie continentale, parce qu'elle s'attache davantage aux arguments
que aux personnes. Et donc au final, la philosophie continentale... Valentin hoche la tête. Je suis désolé Valentin, mais la philosophie continentale, c'est beaucoup Kant ceci, Descartes cela, c'est beaucoup d'arguments d'autorité. Je pense que le sujet dévie un peu, mais... Oui, non, mais attends, on va raccorder, t'inquiète pas, les wagons. Et on se disait, en fait, la philosophie analytique, c'est l'inverse, on s'en fout des gens, on s'en fout des auteurs, limite, qui a inventé l'argument, on a un peu rien à foutre. Le culte de la personnalité de Wittgenstein n'est pas présent chez les analytiques. Quoi. La philosophe analytique, il y a beaucoup de... Oui, d'accord, ok. Non, il n'est pas du tout présent même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Wittgenstein, c'est pas non plus un culte de la personnalité. Non. Les gens qui ont un culte de la personnalité autour de Wittgenstein ne sont souvent plus des philosophes analytiques. Ils disent d'ailleurs beaucoup s'en détacher. Enfin bref. Les gens qui font de la philosophie analytique avec Wittgenstein, c'est plutôt les héritiers du cercle de Vienne, et du coup, ils en ont un peu rien à foutre de Wittgenstein, puisque Wittgenstein contredit lui-même ses propres propositions. Enfin bref, là, pour le coup, on dévie, c'est de ta faute. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quelque part, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut davantage, un petit peu comme en philosophie analytique de ce point de vue-là, c'est-à-dire davantage s'attacher au jeu qu'aux gens. Limite, on s'en fout. On peut oublier les auteurs, c'est pas grave. Moi, j'y arrive pas à ça. Voilà, j'y arrive pas. J'aime dire qu'un jeu est le jeu de quelqu'un. Parce que même si pour autant, tu vois, j'ai beaucoup d'affection pour la philosophie analytique, comme tu le sais, Valentin, comme vous le savez d'ailleurs, tous les deux aussi, je peux pas me détacher du fait qu'il y a quand même un esprit qui a pensé ces choses, qui les a faites, et que ça s'inscrit dans son histoire personnelle et compagnie. J'ai envie de réunir le meilleur des deux mondes, tu vois. La philosophie continentale aussi, dans sa manière d'aborder les auteurs, les pensées d'auteurs, les systèmes d'auteurs, a aussi des choses intéressantes de ce point de vue-là. Pas envie de décorréler non plus complètement les arguments comme s'ils venaient de nulle part, sortis de la cuisse de Jupiter. Ça me dérange. Les deux positions me dérangent, tu vois, quelque part. Donc voilà, c'est pour ça. Antoine avait une question, puis oui, mais, la parole, mais c'est une question de posture, une question de contexte. Peut-être c'est aller rapidement que dire que les deux sont incompatibles strictement. Quand tu es dans le cadre de discussions théoriques de game design, ou quand tu es dans un cadre particulier, là tu vas être dans une démarche où tu critiques les jeux, où tu es au niveau de ce côté-là, c'est pas pour autant que tu renies les liens ou l'affection, etc. Et tu peux tout à fait essayer de concilier les deux dans des contextes différents, à des moments différents. Et quand tu vas présenter un jeu, dire un peu ce que vous faites parfois avec Fabien ou Fred, c'est-à-dire vous êtes devenus amis parce que vous aimiez vos jeux, et c'est ça le point de départ. Tu peux toujours garder les deux ensemble. Si tu pars de ce coup de cœur, toi potentiellement Stéphane, ça t'intéresserait peut-être de rencontrer Christophe et Sylvie, de discuter avec eux des petites choses oubliées. Ça peut aller dans les deux sens, enfin je sais pas. Valentin, puis moi j'aurais un truc à dire après. Je vais faire un peu la pub de la section revue d'articles des courants alternatifs, dans laquelle on peut proposer des articles plus ou moins théoriques, des articles de réflexion au sens très très large. Et finalement, le fait de poster un sujet dans cette section-là, ça veut dire ok, voilà, je vous propose une réflexion. Maintenant, faites-moi des critiques, faites critiquer cette théorie-là. Donc c'est complètement ce débat, c'est-à-dire on ne critique pas les gens, on critique là pour le coup les théories, les réflexions, afin de les rendre les plus intéressantes possibles, les plus solides possibles. Donc là, on ne critique pas du tout les gens, au contraire, on essaie de critiquer les théories pour qu'elles soient le meilleures possible. Voilà, c'était un petit peu une exemplification de comment ça peut se passer sur les courants, ce genre de débat, quoi. En fait, ce que ça appelle pour moi, ces structures, c'est vraiment cette question, qu'est-ce que c'est l'individu ? Qu'est-ce que c'est l'individu ? Quand tu as une structure comme ça, aussi collaborative, parce que c'est ça en fait, aussi horizontale, que devient l'individu ? Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est-à-dire si mes idées ne sont plus que des idées, et qu'on ne saura même plus que... Moi, vous savez, en tant qu'auteur, moi j'ai une crainte, c'est la crainte de la mortalité. J'ai eu l'occasion beaucoup de fois à la cellule d'en parler. Si j'écris des jeux, c'est pour essayer de devenir immortel. Mais si on me dit, ouais, mais on s'en fout de toi, Romaric, nous, ce qui compte, c'est Sens qui deviendra immortel, toi, t'es forcément mortel. Mais il y a quelque part, il y a comme une espèce de phobie qui se réalise, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce qui me fait peur dans les courants alternatifs. Je me dis, mais si j'y participe, est-ce que ça va rendre mon nom immortel ? Je suis désolé, c'est très honnête, ce que je vous dis là, c'est de l'ego à plein régime. Mais voilà, individuellement, est-ce que je vais pas me diluer ? Est-ce que je vais pas me perdre ? Et ça me ferait chier, tu vois. J'ai envie qu'on sache que telle idée, elle vient de moi, pas des courants alternatifs. Et c'est aussi pour ça, vous voyez ce que je vois ça, mais à un moment,
C'est ça qui est drôle. Tu t'intéresses beaucoup en fait à l'individu et à l'auteur. Et en même temps, tu es le créateur de ce maelstrom, de ce mélange qu'on appelle la cellule, dans lequel on va confronter plein de points de vue. Moi, en fait, j'en retiens qu'on peut être un individu plus fort lorsqu'on est bien entouré et lorsqu'on a créé une véritable émulation autour de soi. Il y a un terme en fait qui est sud-africain, qui est le terme d'Ubuntu, qui parle de ça, qui dit, je ne vais pas en donner une définition très précise, mais c'est je suis mieux quand je suis avec nous. C'est quelque chose un petit peu comme ça. Et en fait, le fait d'être dans une communauté, c'est pas forcément le fait de s'y dissoudre totalement, c'est pas forcément le fait d'y être oublié, mais c'est peut-être aussi un moyen d'y être plus et d'y être mieux à un instant donné. Excellent. Excellent Stéphane, parfait quoi, résolveur de contradictions. Ok, c'est intéressant. Et donc du coup le mot Ubuntu de Linux oui, absolument. Vient de ce terme. Ouais. D'accord. Et ce qui explique d'ailleurs leur démarche, parce que en fait tout ça ne vient pas de nulle part non plus. Toutes ces démarches d'horizontalité, c'est entre guillemets très à la mode aujourd'hui grâce à l'ouverture d'Internet. Il y a aussi beaucoup de gens qui développent maintenant des plateformes de façon collaborative, etc., etc. Wikipédia joue un grand rôle aussi dans ce type de fonctionnement. Finalement, le type de fonctionnement des courants alternatifs, il vient aussi de ce type de démarche, je pense. Ouais, Wikipédia nous a beaucoup inspiré. Il y a Touni, justement, qui a beaucoup participé au fondement de la communauté, qui est un membre en fait, de Wikimedia, je crois, enfin en tout cas de l'organisation Wikipédia, et qui nous a donné énormément de pistes pour arriver à s'auto-organiser de manière la plus efficace possible. Et j'aimerais revenir un petit peu à ta question sur la place de l'individu en fait, dans la communauté. Mais je pense que c'est important ça en fait. Ouais, très clairement. En fait, si tu veux, il faut absolument pas confondre une organisation qui serait, pour employer des grands mots, communiste, ou en tout cas qui écraserait l'individu au profit du collectif. Là, j'en veux pour exemple un penseur qui s'appelle Philippe Korkuf, qui est sociologue, politologue, qui réfléchit aux questions anarchistes en fait, et qui va dire dans tous les groupements de gauche et d'extrême gauche, à toutes les réunions, il y a une phrase qui sort qui est oui, il y a trop d'individualisme et pas assez de collectif dans cette société, c'est terrible. Et lui dit mais non, justement, les anarchistes, alors pas au sens des gars qui se mettent des bandanas noirs et qui balancent des cocktails Molotov, dans les gens qui font de l'auto-organisation et qui tu veux dire des gens comme toi quoi, les vrais. Ce genre de gens, mais c'est une inspiration possible. Donc dans l'idée il nous dit en fait il faudrait prendre l'individu et les individualités comme quelque chose qui constitue le collectif. Et c'est pas le collectif qui doit niveler les individualités. Et c'est ça qui est très intéressant et très important dans les courants alternatifs. Toutes les initiatives personnelles sont des initiatives qui sont attachées à chacun des individus. Quand Arjuna Khan propose de faire un stand octogone, mais c'est absolument génial, et c'est plus le stand octogone dilué dans le collectif et on va organiser ça avec des règles générales et on va voter. Non, c'est super, et il s'investit et on arrive à construire comme ça grâce à Arjuna, quoi. Et donc toutes ces initiatives personnelles, par exemple Thomas Munier qui fait des théories et qui nous propose des articles dans la section revue d'articles, c'est les articles de Thomas Munier, c'est son initiative personnelle, et finalement c'est toutes ces individualités qui ne sont pas écrasées par le collectif qui permettent cette organisation dans la diversité, quoi. Et elle est très très importante, il ne faut surtout pas écraser toutes les individualités à travers ce chapeau que seraient les courants alternatifs. Mais bon, je pense qu'avec notre discussion, c'est assez clair. Non, c'est complètement clair. Ce qui est incroyable, c'est que l'objet est clair, mais il soulève des tas de questions qui, pour moi, ne le sont pas. Moi, j'y vois quelque chose de très... un grand espoir, hein, vraiment, dans les courants alternatifs. Là, je pense que vous êtes en train de réaliser un rêve, en fait, que moi, personnellement, j'avais vraiment... vraiment en tête, mais je pense que ça donne vraiment envie de s'y inscrire, en tout cas... ce podcast. Vous aviez d'autres points à aborder ? De toute façon, un truc que j'aimerais dire aux auditeurs, c'est... Parce que moi, j'avais les questions de concrètement, qu'est-ce qui se passe concrètement là, à la fin de ce podcast, j'ai envie de m'y inscrire, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Et justement, c'est très simple. En fait, si vous avez un projet, quel qu'il soit, dans lequel vous pensez que la communauté peut vous apporter quelque chose, quoi que ce soit, que vous ayez forcément, par exemple, un jeu
de rôle que vous voulez partager, auquel vous voulez réfléchir. Si vous voulez faire des rencontres dans votre ville pour discuter de quoi que ce soit, de game design, de théorie, de n'importe quoi. En fait, finalement, moi, ce que j'aimerais dire à titre personnel, c'est toutes les initiatives auxquelles vous pouvez penser, allons-y, on est ouvert pour les réaliser directement, quoi. Donc s'inscrire, lire ce qui s'y passe, c'est déjà super cool. Avoir des retours sur nos diverses initiatives, c'est aussi extrêmement intéressant. Proposer ce que vous avez à proposer, et c'est ça c'est ça qui fait vivre en fait la communauté, quoi. D'accord, donc concrètement, je m'inscris, je propose, et puis après, alors soit tu proposes, soit tu lis ce qui se fait, soit tu réagis simplement à ce qui est dit. Tu peux venir discuter en chat vocal pour discuter avec des gens divers et variés. Et tout ça sur la plateforme est très clair, je sais où cliquer. Pour normalement, c'est fait. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus clair possible, mais oui. Après, en fait, c'est aussi très jeune. Je sais que là, à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast, on est malheureusement spammé sur le forum. Non, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Ouais. Et qu'en fait... spammé par des bots. Hein. Ouais, spammé des bots par des... russes. Ouais, voilà. C'est le truc qui arrive tout le temps. Enfin, je veux dire, ça, voilà. On est poubellisé. Ouais. Et voilà, en fait, du coup, il reste encore beaucoup de choses à faire pour que tout ça devienne robuste, pour que tout ça prenne tout un tas de propriétés. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez envie d'y participer, c'est possible, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, ça va faire émerger des tas de questions, mais vraiment, moi de mon côté, je regarde ça avec beaucoup de sympathie. Vraiment, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Mais j'ai beaucoup de peur aussi, beaucoup de crainte, peur d'être dépassé par le succès. Hein, comme ça a pu être notre cas. Moi, j'ai trouvé que les ateliers imaginaires, par exemple, un des problèmes, c'était ça, tu vois. C'est que on a été un peu dépassé par le succès, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, donc beaucoup d'auteurs indépendants qui voulaient des rubriques. Résultat, tu as une liste de rubriques qui commence à faire plus d'une page, donc il faut utiliser la roulette. Donc il y en a certains qui ne sont pas en vue immédiatement, alors qu'il y en a qui sont en vue. Donc ça crée tout un truc. Ah bah oui, faut décider alors comment ça va se passer, machin. Et du coup, tu as une espèce de prise de décision qui doit être faite alors que ça n'avait pas été prévu. Et puis voilà, puis ça part en couille. Et puis là, ça... Et c'est ce que je crains en fait. Mais là, en même temps, avec le système que vous avez l'air d'adopter, je vois pas comment ça pourrait partir en live. Mais c'est un petit peu comme ces théories dont on voit pas les contre-exemples ou dont on voit pas les contre-arguments. Il y a quelque chose de suspect. Valentin. Je pense que un des contre-arguments qui est assez clair dans les théories d'auto-organisation, c'est la taille des groupes, en fait. C'est possible que si le groupe atteint une taille très grande, les questions d'auto-organisation deviennent plus compliquées. C'est ce que je te dis. Mais je pense pas que... de toute façon, on fait face au jour le jour. S'il y a besoin à un moment donné de faire des votes, d'élire des gens, pourquoi pas, discutons-en à ce moment-là. On s'autorise finalement la plasticité. Je pense que c'est ça le plus important finalement pour résoudre ces problèmes-là, d'explosion en vol, quoi. C'est de s'autoriser à changer complètement la structure si besoin. Mais à part ça, je vois pas ce qui peut mal se passer. Eh ben, ça a l'air bien intéressant déjà. Alors, les résultats pour vous, à titre personnel, des courants alternatifs, si vous aviez, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Ça, c'est intéressant, je trouve. Ça donne une bonne image. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Stéphane, du coup, les courants alternatifs concrètement ? Alors moi, à titre personnel, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, j'avais moi beaucoup de mal et j'ai ce problème de multiplicité des rubriques en fait dans les ateliers imaginaires. Je l'avais vraiment ressenti au moment où je m'étais inscrit, où je m'étais dit bon, du coup, faut suivre quoi où. C'était un peu compliqué. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début de l'été, il y a eu un temps qui était le Game Chef auquel j'ai participé. Et ensuite, durant tout l'été, j'ai travaillé moi beaucoup à la création d'un jeu. Et j'ai travaillé beaucoup en ayant le support de cette communauté qui réagissait en fait au compte rendu que je pouvais donner des parties, auquel j'ai proposé de participer à la relecture des jeux, et des gens en fait adorables ont de suite levé la main en disant moi je veux participer à cette relecture là. Et ça pour moi ça a fait beaucoup et ça a été énorme. Je pense que ce soutien là en fait a été vraiment énorme dans le fait d'être en capacité et d'avoir sorti réellement un jeu là à date. Ah oui.
autre détail, le fait que cette initiative personnelle, Arjuna qui dit ok, on peut se lancer pour Octogone, ça a donné ma date de sortie du jeu. Parce que je me suis dit, les courants alternatifs ont un stand à Octogone, je veux en être. Et ça, en fait, ça a complètement changé mon été, parce que je savais que j'avais cette date-là, et mon mois de septembre, parce qu'il y a eu plein de trucs très très compliqués à gérer au final. Et en fait, j'ai tout fait pour y être. Et bien, si j'avais pas eu cette date, bien, peut-être que le jeu serait toujours pas sorti. Ouais, voilà, ça aurait pris du retard. Tu comprends, c'est en retard. Bah, voilà ce que ça a fait pour moi. C'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Ouais, c'est énorme, tu veux dire. Ben ouais. Valentin, même question. Moi, je publie pas de jeu, c'est pas mon délire. Mais comment dire, avoir un système d'organisation qui me permette de rencontrer des gens dans un cadre, je dirais safe, hein, le mot a été employé au préalable. Le fait de confronter des théories, ce qui me tient plus à cœur. Le fait de jouer à des jeux, de discuter de ces jeux-là, finalement d'avoir toute cette émulation dans une communauté de gens qui se rassemblent. Moi, c'est ça qui me plaît énormément, en fait. D'avoir des rencontres, d'avoir des confrontations de points de vue, toute cette diversité, explorer toute cette diversité que nous donne le jeu de rôle, la diversité qui est à la fois ludique, tous les jeux, toutes les possibilités, théorique, tous les systèmes de pensée qui sont attachés à toutes ces personnes, et toute cette diversité de gens que je rencontre, c'est ça qui me plaît énormément. Et c'est ce que permet cette communauté, puisque elle est basée sur cette ouverture qui lui est constitutive, quoi. Excellent. Antoine, de l'extérieur, ça te fait quel effet les cours alternatifs? Ça te donne envie de t'y inscrire là? Ça me donne envie d'aller jeter un coup d'œil et de m'y inscrire clairement, parce que là, pour le coup, j'avais pas beaucoup suivi ce qu'il était devenu après les ateliers imaginaires ont fermé. Mais là, clairement, après le podcast fini, je vais aller regarder un petit peu ça. Quelque chose que je peux rajouter peut-être en ouverture vis-à-vis de ce à quoi ça me fait penser avec moi là où j'en suis, c'est je pense vraiment que ça a énormément de potentiel ce truc-là, parce que là dans le master où je suis autour des approches innovantes de la recherche et de l'éducation, on parle que de ça, de open source, open policy, d'ouvrir les choses, d'être dans du collaboratif, au sein des cours en eux-mêmes, on est en train de définir nous-mêmes nos règles, notre environnement d'apprentissage, etc. On parle de trucs comme ça, et il y a énormément de choses qui me font penser à ce que vous faites, et je pense que pour tout ce qui se passe en ce moment dans la recherche, dans l'éducation, c'est quelque chose de très intéressant à observer, les cours alternatifs, donc je vais aller observer ça et voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, pas que dans le jeu de rôle. Excellent. Ça m'étonne pas vraiment, parce que encore une fois, quand on a lu l'éloge du jeu de rôle que fait Antoine, je m'attendais vraiment à ce genre de réaction devant vous. En fait, ma conclusion, en tout cas, ce que moi ça me fait pour répondre à ma propre question, celle que je posais à Antoine, c'est en fait, je me rends compte que les courants alternatifs, si je m'y suis pas intéressé jusque-là, c'est parce que dans le fond, j'en ai pas besoin, parce que moi j'ai la chance d'avoir ce que vous avez décrit tout de suite, l'un et l'autre, Stéphane et Valentin. Et en fait, je suis un enfant gâté, parce que j'ai la chance d'avoir des playtesters, j'ai la chance de rencontrer plein de gens avec la cellule et compagnie. Et donc, du coup, mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette occasion-là. Et pour eux, du coup, les courants alternatifs, c'est vachement bien, parce que ça va leur permettre effectivement de pouvoir avoir accès à tout à quoi moi j'ai accès, parce que je suis un enfant gâté, ou parce que moi, en tout cas, ça fait longtemps que je suis là, quoi. Donc ça, c'est cool. Je viens de comprendre, en fait, aussi pourquoi je m'étais pas inscrit immédiatement. En tout cas, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Tu vois, oui, c'est normal, parce qu'en fait, je suis un enfant gâté. Encore une fois. T'as déjà une communauté autour de toi, ça, ouais. de gens qui t'apportent ce que tu as à prendre. Et d'ailleurs, quelque chose que j'aimerais ajouter, même sans dire autour de moi, avec moi. Avec toi, tout à fait. Je préfère. Oui, tout à fait. Quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est que finalement, les courants alternatifs, c'est une initiative possible. Ok, on s'est rassemblés parce qu'on avait des intérêts communs, etc. Mais moi, j'invite aussi les auditeurs à lancer leurs propres initiatives en dehors des courants alternatifs. C'est absolument pas toute cette diversité d'organisation peut se faire complètement à l'extérieur aussi, quoi. S'il y a des initiatives. De toute façon, tu pourras pas l'empêcher. Alors, petit 1, je peux pas l'empêcher, et petit 2, j'aimerais surtout dire aux gens qu'on n'a absolument pas le monopole des initiatives sur. Mais évidemment, c'est pas évident ce que je dis, mais il y a absolument pas de monopole. Oui. C'est juste une possibilité, une structure qui se déploie d'une certaine manière. Si vous avez des choses à y faire, bienvenue, on vous accueille avec très grand plaisir. Si vous avez d'autres idées, peut-être qu'on participera à votre structure ou à ce que vous avez à faire par ailleurs, quoi.
Stéphane ? Là aussi, en fait, on veut de la pluralité à l'intérieur de la communauté, mais elle n'a pas du tout pour vocation de devenir la unique communauté. Moi, je ne voudrais pas du tout ça. Si vous voulez créer d'autres choses parce que c'est mieux pour vous de le faire, allez-y, foncez. Hein. Et encore plus pour éviter des problèmes de croissance trop importante, ça aussi, oui. etc. C'est aussi une des réponses possibles, de multiplier les différentes communautés qui fonctionnent comme ça. En tout cas, fédération anarchiste. Oui. J'adore. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous entendre parler de ce projet qui, on le voit, vraiment vous apporte beaucoup. Ça fait plaisir aussi de voir les petites photos qui circulent sur Facebook de votre stand à Octogone. Ce stand à Octogone vous a fait beaucoup de bien. Je pense que Arjuna, il a une idée brillante parce que ça montre, en fait, tu vois, ça réalise, ça concrétise, en fait, le projet. Donc ça, c'est aussi, tu sais, que toutes ces photos et toute cette émulation, c'est aussi ce qui me pousse aujourd'hui à vous inviter. Donc là encore, à mettre au crédit du fait d'avoir une bannière atelier imaginaire, j'allais dire. Tu vois, c'est de l'habitude. Bravo. Les courants alternatifs. Donc, tu vas t'y faire. Hein. Non, ça va être très dur, tu sais. Ça ira. Tu sais que les ateliers imaginaires, pendant 2 ans, 2 ans et demi, on a continué à les appeler Silent Drift. Hein, ça prendra du temps. Donc voilà. Il y a un point, je ne sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais on a prévu d'être à la convention Orchidée à Lausanne. C'est quand la convention Je ne me rappelle plus exactement, je crois que ça doit être mars-avril, un truc comme ça. Ouais. J'ai plus la date. Avril 2018. Ouais, c'est ça. Le podcast aura été diffusé quand même. Ok, très bien. Donc en fait, là, c'est à l'initiative de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'était Julien Poire qui a évoqué l'idée en premier, et tout de suite on s'est dit, mais ouais, c'est super, il faut qu'on y aille. Donc il y a très forte chance qu'effectivement il y a un stand Octogone à Orchidée, et pour ceux qui voudraient nous rencontrer, participer, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. J'ai envie d'y aller, en même temps j'ai pas envie d'y aller sur les courants alternatifs, c'est ça qui me pose problème. Je vais pas courir à mon inscription comme toi, Antoine, je pense pas, mais en tout cas c'est vraiment bien, j'espère, parce que je pense en fait que je peux pas apporter grand chose à tout ça, si ce n'est à travers ce que je fais déjà, en fait. Donc parce que j'aurais pas le temps de participer. Donc j'aimerais pas être, tu vois, le mec qui s'inscrit pour ne rien y faire. Oui, je sais que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait. Oui, ça peut se faire. Tu peux observer discrètement, réfléchir ce qui t'intéresse dans le côté théorie, etc. Non, mais moi je suis pas comme ça. si je fais un truc, tu vois, je me suis lancé dans Magic, j'ai fait des tournois compétitifs, je me suis lancé dans le jeu de rôle, j'en ai parlé pendant toute ma vie. Enfin, tu vois, je veux dire que je suis pas comme ça, moi. Je suis pas un mec qui s'inscrit pour être là et puis non, c'est pas mon style. Donc du coup, je pense que pour l'instant, j'ai juste pas le temps d'y aller, mais en tout cas, bravo les gars, c'est très intéressant tout ça. Longue vie au courant alternatif, que ce soit pérenne justement, c'est ça qu'on vous souhaite. À très bientôt, merci Valentin d'être venu nous présenter. Merci beaucoup pour les l'invitation. courants en son, donc ce n'est pas tu n'es pas porte-parole des courants alternatifs, encore une fois. C'est vraiment juste 2 utilisateurs qui nous parlent de leur expérience d'une plateforme, les courants alternatifs, qui cherchent encore sa définition, puisque par définition c'est ce qu'elle est. C'est ça. C'est ça qui est rigolo. Merci Stéphane, merci Antoine, à très bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Bye. Salut.